Ce podcast vous est présenté par Découvre Bitcoin et a été produit grâce au dévouement de nos contributeurs. Alors merci à eux. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée, cela nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous aider en utilisant une application de podcast 2.0 telle que Breeze ou Fountain pour nous écouter et nous streamer des sats. Sur ce, on vous souhaite une excellente écoute. Bonsoir, bienvenue dans le 44e épisode du Space Cake. Ce soir, épisode un peu chill, hein, comme les derniers. On va prendre 2-3 questions. On a une question de Kibevox sur un soft fork spécifique. Et puis après, on a préparé quelques petits sujets d'actualité. Et surtout, c'est les 2 ans, c'est l'anniversaire des 2 ans de Taproot. Et ça, c'est nice. Du coup, on va en profiter pour faire peut-être un mini retour sur l'adoption actuelle de Taproot, ce qui se fait au niveau tech, tout ça actuellement. Pardon. Puis voilà, ça fait un petit programme. Et ben, je vais retrouver la question de Kibevox et la lire, comme ça tout le monde est au courant. Est-ce qu'on prend pas, je l'ai devant Ouais. les yeux si tu veux que je les lise, hein, mais est-ce qu'on Ouais. prend pas des questions en direct? Je vois qu'il y a How to Bitcoin et Marius qui sont montés. Salut les gars. On prend les questions en direct avant? Bah vas-y, carrément, hein, Marius. Allez, go. Et après on fait la question de Kibevox. Salut. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut, très bien. Bien. Ok, super. Du coup, j'avais une question. Je suis en train de commencer à lire Mastering Bitcoin de Antonopoulos et qu'est-ce que je veux dire? Et au moment où il production des transactions, je me posais une question. Est-ce que si quand on construit nous-mêmes une transaction, on peut techniquement oublier une part de la transaction qu'on met ni dans un input ni dans un output, enfin nulle part? Et est-ce que c'est possible de 1? Et ensuite, si c'est possible, ou par l'oubli, est-ce que c'est perdu? Est-ce que ça va aux mineurs? Voilà. Pardon, Oublie. si tu oublies quoi, une sortie de transaction? Ouais, si t'oublies Une une part partie de de la Satoshi. transaction. Une Pardon. partie des Satoshi que tu as mis en entrée, tu veux dire? Alors oui, en fait, c'est si quand tu construis ta transaction, du coup, tu fais tes outputs, mais si tu oublies, parce que du coup, tu envoies une. Oui, par exemple, si tu oublies de rajouter l'output de change sur le truc. Oui, Eh ou alors ben, que c'est pas complet. Si tu mets, par exemple, si tu dois te rendre je sais pas, un dixième de Bitcoin, mais tu te rends la moitié de ce que tu devais te rendre. eh Je sais pas. ben, tout part en frais aux mineurs. Parce que ça reste une transaction valide. Si par contre tu oublies des inputs et que t'as pas assez de Bitcoin l'entrée, là, bah, c'est refusé par le réseau parce que la transaction est pas valide. Ouais, bien sûr. Par contre, si tu oublies une sortie, bah, tout simplement, ça appartient en frais pour les mineurs. Parce que t'as pas d'output spécifique pour les frais, c'est juste la différence entre les inputs et les outputs. Ah, ok. Et du coup, tout ce qui n'est pas dans un output, c'est des frais. Donc du coup, tout simplement, si tu oublies un output, eh ben, tout part en frais pour les mineurs. Ok, d'accord. Et j'avais aussi une autre petite question. Après, c'est un sujet un peu complexe, mais vous pouvez faire une réponse très rapide, je pense que ça m'ira. C'est au sujet de la Turing complétude. Je suis pas sûr de comprendre bien exactement ce que c'est. Enfin, je comprends des concepts, enfin, basiquement comment ça fonctionne. Mais qu'est-ce que c'est exactement, savoir l'expliquer, je saurais pas du tout le faire. Je sais pas si vous avez une explication très rapide qui m'aiderait à mieux visualiser la chose ou pas. Alors moi je peux expliquer un peu là-dessus. Alors la Turing complétude, donc c'est une notion de ce qu'on appelle les théories de calculabilité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que on peut définir quelque chose mathématiquement qu'on peut le calculer. C'est euh, c'est un peu subtil, mais ça fait partie de ce champ des mathématiques et de la logique où il se passe des choses très bizarres quand on commence à vouloir s'intéresser à des énoncés mathématiques un peu complexes. Et on peut tomber sur des énoncés mathématiques, donc c'est très lié à la théorie de Gödel, on peut tomber sur des énoncés mathématiques qui sont vrais, mais dont on ne peut pas démontrer qu'ils sont vrais, et qu'on sait qu'on ne peut pas le démontrer. Et donc la théorie de la calculabilité, c'est se poser la question de est-ce qu'on peut mécaniquement
essayer de trouver des mécanismes qui, agencés ensemble, peuvent me permettre de calculer une valeur ou de résoudre un problème. Et un cadre de travail pour la calculabilité, c'est la Turing complétude. Donc la Turing complétude, c'est un cadre donc, dans lequel on a ce qu'on appelle une machine de Turing. Donc une machine de Turing, c'est quelque chose de complètement fixé. C'est une machine qui a un ruban de mémoire, qui a une tête de lecture et d'écriture. La tête de lecture, elle a un état associé, et en fonction de ce qu'elle lit sur le ruban de mémoire, elle va changer d'état et elle va aller à gauche ou à droite du ruban et elle va continuer comme ça. Donc c'est complètement arbitraire de poser cette machine-là. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a d'autres théories de calcul. Il y a notamment la théorie de ce qu'on appelle le lambda calcul, euh, qui sont d'autres façons de faire des calculs en mathématiques, de formaliser des calculs. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve qu'ils sont équivalents à la à des systèmes de machines de Turing. Et donc, en fait, la Turing completeness, c'est un petit peu devenu euh, la référence en termes de modèle de calcul en pratique. Donc, ça veut dire que quand tu es Turing complet, ça veut dire que tu vas globalement, en pratique, pouvoir calculer tout ce que l'on s'attend à ce qu'il soit calculable. Et donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé, on va dire, de système de calcul qui permettent de faire plus de calculs euh, que la Turing completeness. Donc c'est un petit peu comme si on pouvait dire, quand tu es Turing complète, ton système de calcul te permet de calculer tout ce qui est calculable. Il reste des choses non calculables, mais fair enough, c'est juste qu'en pratique, on n'arrête pas de retrouver des équivalences entre les différents systèmes de calcul dès lors qu'ils sont assez complexes. Et donc, notamment quand on regarde un petit peu ce que j'ai dit, le ruban de mémoire dans la machine de Turing, il est infiniment long. Donc c'est un modèle idéalisé de calcul parce qu'on n'a pas une mémoire infinie en pratique sur une machine. Et c'est souvent, en gros, tous les systèmes de machines virtuelles ou des choses comme ça, en gros, ça va être des systèmes qui vont essayer d'être Turing complet pour permettre de calculer des choses, de calculer beaucoup de choses. Et puis des fois, on va faire l'inverse, on va faire exprès de ne pas être Turing complet, parce qu'en n'étant pas Turing complet, il y a des questions que l'on peut poser sur des programmes formalisés dans le système de calcul en question qui sont faciles à répondre. Et donc notamment dans le cas de Bitcoin, le contexte dans lequel on se place, c'est le problème de l'arrêt. Donc, le problème de l'arrêt, c'est est-ce que je peux faire un programme qui dit si tous les autres programmes, si tous les programmes dans le même langage que le langage dans lequel j'ai codé ce programme euh, vont s'arrêter ou s'ils vont continuer infiniment, faire des boucles infinies. Et par exemple, dans Bitcoin, on sait répondre à cette question. On n'a pas besoin même de faire un programme pour ça, parce que tous les calculs dans Bitcoin vont s'arrêter. En revanche, la conséquence de ça, c'est qu'on ne peut pas être Turing complet. On ne peut pas faire des boucles infinies dans Bitcoin. Et donc, c'est ce type de garantie, on l'a parce que c'est pas Turing complet en pratique, en tout cas à l'échelle d'une transaction. Donc voilà, pour ça qu'on en parle un peu. Après, je sais pas qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans ce genre de choses, mais voilà, faut se dire que c'est un cadre théorique pour parler de la calculabilité. Voilà. Ok, merci beaucoup. Non, mais c'est pas que ça m'intéresse plus que ça, c'est que quand j'avais fait des recherches sur RGB, j'étais tombé sur ce terme-là. Et dernièrement, je suis retombé dessus dans une vidéo de Grand Angle qui disait que Ethereum était Turing complet, mais pas Bitcoin. Et Ouais. du coup, ça m'avait remis un peu, comment dire, ça m'avait un peu confondu d'avoir cette comparaison. Et j'avais besoin En fait, d'explications. ce qui est un peu subtil, c'est que Ethereum, il n'est pas non plus Turing complet, parce que s'il était Turing complet, s'il était vraiment Turing complet comme on l'entend en théorie, on pourrait abuser de ce système pour faire des boucles infinies et bloquer les nœuds de validation. Mais en fait, dans Ethereum, c'est pas Turing complet parce qu'il y a le système de gas fees. Donc, quand tu fais une boucle, en fait, c'est juste que Ethereum reproduit énormément les caractéristiques d'un système de calcul Turing complet, mais il y aura volontairement des limites qui vont être ajoutées
pour le rendre non Turing complet et du coup pouvoir garantir l'arrêt de tous les programmes. Et donc c'est ce système de gaz où en fait à chaque fois que à chaque fois que tu fais tes calculs, tu incrémentes un compteur de nombre de calculs que tu as fait, d'unités, et dès qu'il dépasse une certaine valeur, tu arrêtes le programme, tu arrêtes l'exécution. Et donc ce compteur-là te garantit que le programme va s'arrêter. Mais du coup, ça rend ton programme non Turing complet. Donc c'est une sorte de Turing complet partiel, si on veut. Ok, c'est Turing complet tant que t'as des gaz pour payer, quoi. En gros, c'est ça, ouais. Alors que dans Bitcoin, c'est pas du tout Turing complet. Enfin, t'as pas du tout de système de boucle. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, dans Bitcoin, quand tu dois compter les fees, tu les comptes en taille de script, tu les comptes en taille de la transaction en mémoire. Parce que comme t'as pas ce système de boucle, et que tu es sur un langage sur stack, tu as à peu près l'équivalence entre la longueur d'un programme et la longueur de son exécution. À peu près, parce qu'il y a des exceptions. Mais donc, du coup, l'approximation de dire une transaction, elle coûte autant en calcul que la taille qu'elle fait, elle est à peu près vraie, sauf si on commence à regarder des trucs à la ordinals ou des choses comme ça. Ok, merci beaucoup pour tes réponses. C'est quoi qui te permet d'affirmer que cette finitude au niveau du langage script dans Bitcoin? Qu'est-ce qui permet de dire ça? C'est que le programme a une longueur finie et que le programme n'a pas de boucle. Il n'y a pas de système qui te permet de revenir à des instructions précédentes. Tu peux pas sauter à une instruction précédente dans un script Bitcoin. Tu peux que aller plus loin dans le script. Et en fait, c'est un invariant, ce qu'on appelle des invariants, mais en gros, dans le script Bitcoin, tu avances systématiquement dans le script. Quel que soit le résultat des opérations intermédiaires que tu fais, tu vas avancer dans le script. Et donc, comme ce script est fini, c'est-à-dire il a pas une longueur infinie et que tu avances systématiquement dans le texte du script, entre guillemets, quand tu fais des opérations, au bout d'un moment, t'es à la fin du script et donc tu t'arrêtes. Donc tu prouves comme ça, ça fait une preuve d'arrêt. Donc tu as résolu le problème de l'arrêt quelque part dans ce système formel. Et donc du coup, il ne peut pas être Turing complet parce que s'il est Turing complet, alors il est capable de commencer à, enfin on peut commencer à faire un programme qui, s'il était combiné au programme qui permet de déterminer si tous les programmes s'arrêtent, serait absurde. Et tu peux pas le faire si dans Bitcoin entre guillemets. Ok, donc en fait, si je comprends bien, c'est vraiment au niveau des opcodes où on n'a pas d'opcode pour revenir en arrière. Quand tu dis revenir en arrière, c'est revenir en arrière au niveau de la pile, si je comprends bien. Au niveau du script qui est en train de s'exécuter sur les piles. En fait, la pile, c'est juste une abstraction de ta mémoire. C'est-à-dire que par exemple, une machine de Turing, elle utilise un ruban, donc une file, du genre de file, alors que Bitcoin utilise une pile. Donc c'est juste une manière différente de travailler sur de la mémoire. Mais c'est juste que ce qui est garanti dans Bitcoin, c'est que un opcode, une fois que tu l'as exécuté, il te fait avancer dans le transcript de ton programme. Tu ne peux si tu veux, si tu devais classer, si tu regardais l'index des opcodes que tu dois faire, ton index, il est systématiquement croissant. Il peut pas décroître. Et donc, du coup, comme il est toujours croissant, il converge vers la fin du script. Donc, par exemple, quand tu fais un OP if, tu vas peut-être sauter une partie du programme. Donc, ton index, il va avancer beaucoup, et puisqu'il va sauter plein d'opcodes. Mais par contre, quoi qu'il arrive, t'as pas d'opcode qui permet de faire revenir l'index au début du programme, à une étape avant. Et donc ça fait que tu es garanti que le programme va s'arrêter. Donc il n'est pas Turing complet, le programme. La différence avec Ethereum, c'est que c'est ça, qui est assez intéressant d'ailleurs pour l'anecdote, c'est que dans Bitcoin, cette garantie sur le compteur qui s'incrémente, c'est une garantie statique, c'est-à-dire que tu le vois dans le programme écrit. Tu sais que
Si tu regardes le transcript du programme, le texte du programme, tu sais que tu vas avancer dans le texte. Donc tu peux garantir cette chose-là rien qu'en regardant le programme, sans l'exécuter. Alors que dans Ethereum, tu ne peux pas. Dans Ethereum, c'est un compteur qui s'incrémente au fur et à mesure du programme, qui permet de s'assurer que lorsqu'il est dépassé, on va fail, on va échouer. C'est pour ça qu'il y a des transactions qui échouent sur Ethereum et qu'on ne le sait pas à l'avance parce que tu ne peux pas le déterminer juste en regardant le texte du programme. Il faut effectivement faire le calcul pour pouvoir le vérifier, que ça dépasse, entre guillemets. Et donc ça, c'est des genres de une différence, ce qu'on appelle, enfin c'est une vérification qu'on dit dynamique parce qu'elle se fait à l'exécution. C'est-à-dire c'est lorsque le programme est exécuté que l'on va constater le dépassement des gaz ou pas. Alors que dans le cas de Bitcoin, c'est une garantie qui est à la compilation, entre guillemets, lorsqu'on voit le texte du programme, on sait que ça va avancer et qu'on ne va pas revenir en arrière. Donc voilà, généralement, quand tu as des garanties à la compilation, c'est un peu plus fort en termes de vérification de programme, c'est un peu plus fort pour garantir que tu vas pas avoir d'effet de boucle infinie ou de choses comme ça. Mais c'est très clair, merci beaucoup. Tu voulais encore demander quelque chose, Marius, ou sinon on va donner la parole à How to Bitcoin. Non, non, c'est bon, merci beaucoup. Super, mais merci pour tes questions. Salut How to Bitcoin. Salut les mecs, c'est Victor. Vous allez Ça bien? va? Ça va? Ça va et toi? Ça va. J'aurais une question, moi, c'est concernant Phoenix. Je vais changer un peu de sujet. En gros, vraiment pratique, j'ai essayé de faire une transaction pour refund mon wallet et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un truc que je comprenais pas, c'est que du coup, j'ai fait une transaction on-chain pour le refund et en gros, maintenant, il me demande d'augmenter les frais pour du coup faire un splicing pour augmenter la taille du canal. Et ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, quand je regarde moi mon channel, c'est que j'ai une capacité qui est faible et qui est généralement largement encore l'espace pour pouvoir le refund sans devoir le changer. Et je m'étais dit que si du coup je faisais une transaction on-chain, genre en gros ça arrivait sur le nœud de A5 et qu'ensuite eux bah, ils allaient faire un jeu comptable et en gros garder on-chain et puis RISA et puis genre pousser la liquidité du côté de mon canal. Mais en fait j'ai l'impression que c'est pas du tout ce qui se passe. Et j'aimerais bien un peu comprendre comment ça se passe derrière. Non, non, le splicing, tu rajoutes directement des fonds on-chain dans ton canal. Ok, Donc en fait, tu agrandis ton canal, c'est pas tu fais un paiement à 5 et eux, ils t'envoient les sats en Lightning. C'est vraiment que tu agrandis ton canal, tu mets des fonds on-chain dans l'adresse multisig et ça arrive dans ta balance. Ça agrandit le canal. ok, mais là, moi dans mon cas, normalement j'ai pas besoin de l'agrandir, j'ai juste besoin d'augmenter ma capacité. Bah, c'est agrandir ton canal, augmenter ses Ok. capacités. Ok, ils peuvent pas juste pousser les fonds d'un côté de l'autre, quoi. Rebalancer? Ouais. Bah, tu veux rebalancer pour recevoir ou pour. Enfin, tu veux faire quoi? Tu veux. T'as pas assez de Bah, fonds pour recevoir? je vous... Enfin, c'est bizarre, mais genre, je voudrais avoir plus de sous sur mon compte, plus de Bitcoin, parce que j'en ai envoyé, mais sans devoir repayer des frais, parce qu'au final, tu vois, je paye deux fois des frais dans cette histoire. Bah, si t'en as envoyé, soit t'en reçois en Lightning, soit tu t'envoies du Bitcoin, quoi. Parce que là, j'ai fait Enfin, un paiement on-chain, du coup, j'ai payé les premiers frais de la transaction, et maintenant, on me mais, redemande mais pour non, faire le mais splicing. pourquoi t'as fait un paiement on-chain? Ah oui, Comment tu ok, veux? ok, pour ajouter. Oui, Ouais, c'est ça. en fait, si dans tes paramètres Phoenix, tu peux configurer le maximum de frais que tu es prêt à payer pour ouvrir ton canal. Et comme en ce moment, enfin, et du coup, si les frais sont au-dessus de ce montant-là, et ben, ça attend avant de faire le splicing. Et comme en ce moment, pardon, la même pool est complètement pleine, et ben, sûrement que ta configuration fait que les frais, enfin, le seuil est trop bas, et du coup, il fait pas de la transaction.
Donc, soit t'es patient, t'attends que la mempool se vide un peu pour que ça fasse la transaction, soit juste t'augmentes le seuil maximum de frais que t'es prêt à payer. Ok. C'est dans Channel Management, je crois. Attends, je vais aller voir. Donc, Settings, Channel Management, et là, t'as Ouais, maximum. c'est ça, j'avais vu, ouais. Ah non, sinon, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que tu puisses pas. Je sais pas, je me dis, imagine, j'avais un canal avec un pote, et je me dis, j'ai pas envie d'avoir resize mon canal avec lui. Genre, je pourrais lui envoyer des bitcoins on-chain. Ensuite, lui, il me fait un paiement Lightning, et du coup, je me retrouve avec plus de liquidité dans le canal. Et ça redemande pas de détruire le canal et de refaire une transaction on-chain, et du coup, d'avoir deux transactions on-chain. Ça s'appelle PeerSwap, ce que tu dis là. Ça n'a pas eu grand succès, mais l'idée existe. Ça s'appelle PeerSwap. Ok. Mais bon, ça marche pas tip-top. Je pense que c'est qu'en fait, en général, bah, les canaux, tu préfères les avoir avec des nœuds bien connectés au réseau. Et Mhm. généralement, tu vas pas négocier ce genre de choses avec ce genre de nœud directement, sans interaction. Quand c'est ton pote, ça va, mais quand c'est une personne que tu connais pas, quand c'est une institution, bah, forcément, non, quoi. Ouais, ça rajoute de la confiance. Bah, c'est pas de la confiance, parce qu'on peut rendre ça atomique. On peut vraiment rendre ça atomique. Bon, même si le fait de le rendre atomique peut rajouter des transactions, mais il y a peut-être moyen de rendre ça atomique avec une seule transaction on-chain. Je pense que c'est possible. Mais c'est avec des PTLC, il y a moyen. Mais c'est juste un problème d'interaction. C'est qu'il faut interagir avec la personne avec qui tu veux faire ça et c'est pas évident. Et il y avait plein Ok. de petites idées pour essayer de rendre ça plus pratique. Par exemple, plutôt que de le faire directement avec une personne avec qui tu as un canal, essayer de le faire avec quelqu'un d'autre et il fait pousser toute une série de HTLC à la méthode paiement Lightning normal. Mhm. Mais c'est juste que bon, l'idée a pas pris. Voilà, concrètement, ça a pas pris simplement parce que les gens s'occupaient d'un nœud, ils ont un peu la flemme. Donc faire ce genre de montage, voilà, je pense que ça a pas pris. Même si je trouve l'idée intéressante, je pense que il y a un fait. Faut savoir aussi que dans l'innovation, il y a ce qu'on pourrait appeler l'effet good enough. C'est-à-dire que si tu veux changer tes répartitions de liquidité, bah, il y a toujours l'option de demander de la liquidité ailleurs ou fermer ton canal et renvoyer des bitcoins à quelqu'un d'autre ou faire des submarine swap ou des choses comme ça. Et même si ça fait un peu plus de transactions, bah, c'est good enough, quoi. C'est suffisant. Ça répond déjà au use case. Donc en fait, il y a personne qui est vraiment incité à développer un autre truc pour économiser une transaction on-chain, tu vois. Je sais bien Ok, je que vois nous, les. c'est assez constant, hein, vraiment. Il y a plein de trucs où on se dit, ah, ce serait bien que on ait ça pour pouvoir le faire en une transaction, mais en fait, enfin, ça a jamais économisé une transaction on-chain pour des choses qui sont pas des paiements, surtout, parce que encore quand c'est des paiements, je dis pas, mais quand c'est juste de la gestion de liquidité, bah, on s'en fout un peu parce que la gestion de liquidité, c'est pas comme un paiement, t'es pas pressé de le faire. Tu vas gérer ta liquidité, tu fais ça sur le moment, quand tu as le temps, quand tu y penses, et puis si ça se fait pas tout de suite, c'est pas grave, donc tu vas mettre des frais très bas, donc payer une transaction en plus, voilà. Donc je pense qu'il y a un effet comme ça, qui fait Et qu'on n'a pas une grosse adoption. quand tu dis que tu pourrais le faire en une transaction, ce serait avec des adapteurs? Ouais, je pensais à ça, effectivement. Si t'as des PTLC, t'as moyen de faire une adapteur signature où en fait tu dis que tu fais un swap où en gros tu dis que tu veux la clé privée d'une clé publique, qui est en fait la clé publique qui sert à faire la preuve de paiement sur le PTLC. Et du coup tu récupères une clé privée. Et en fait cette clé privée, bah du coup tu peux avoir tweaké la signature avec la clé publique et du coup tu récupères la clé privée, donc tu peux dépenser la signature. Enfin voilà, on peut imaginer ce genre de choses quoi. Après,
Je dis ça comme ça, hein. Je pense qu'il y a quand même des problématiques de time lock derrière. Donc il faut quand même qu'à un moment tu récupères l'argent sans trop traîner, quoi. Voilà. Ok. Ok, du coup, là, la conclusion, c'est qu'il faut que les frais augmentent pour que les C'est pas, innovations arrivent plus c'est vite. pas faux. C'est pas faux, hein, parce que actuellement avec les ordinals, là, les frais ils sont à 100 sats par byte. Donc peut-être qu'un jour ce genre de choses va revenir. Mais bon, tu vois, juste pour te dire, déjà aujourd'hui, je regardais un peu des transactions dans la même pool ce matin avec Sosten et on a vu que Binance, ils faisaient toujours pas de batching de paiement ou des choses comme ça et on était en mode mais les frais ils sont énormes et on fait toujours pas du batching quoi. Il y a encore des exchanges en 2023, ils font pas du batching de paiement. T'es en mode ah. Donc tu vois, rien que ça déjà, ce serait ça c'est le batching de paiement, c'est beaucoup plus facile en termes d'interaction et il y a déjà des gens qui le enfin il y a déjà des gros exchanges qui le font pas quoi. Ouais. Qu'imagine imagine des swaps en une seule transaction avec un peu des time locks et tout, et tu veux faire ça, mais que avec tes potes, bon, c'est vraiment niche, tu vois, c'est niche dans la niche, quoi. Donc, Ouais. bon, c'est pour ça que t'as pas un gros, je pense, un gros intérêt dessus. Ok. Bah, merci pour la réponse. Alors, il y Non, a. ouais, j'allais dire pour faire des swaps, tu utilises Bolt. Après, c'est Bolt pour faire du rebalancing, bah, ça marche, mais ça te coûte cher parce que du coup, ce que tu veux faire, c'est que Bolt, tu veux le payer en sats et tu veux récupérer la liquidité entrante. Attends. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, tu payes Bolt en sats et eux, ils te font un paiement on-chain directement sur ton adresse et ça fait un splicing. Comme ça, tu perds pas trop de sats et par contre, tu gagnes de la liquidité entrante. Par contre, le problème, c'est que Bolt, eux, ils prennent 0,5% de frais en plus des frais de mining et, euh, et Phoenix prend 0,4. Donc, en fait, tu te retrouves à payer facile 1% de frais juste pour récupérer de la liquidité entrante, quoi. Donc, c'est faisable, mais ça coûte un peu cher. C'est un peu cher. Ok. Il y a Louferlou qui est monté, je pense qu'il voulait réagir sur le sujet Phoenix, et juste après Nicolas, parce que je pense qu'il voulait parler d'autre chose, Nicolas, j'imagine, hein. Ouais, salut les gars, vous m'entendez? Salut, on t'entend parfaitement. Ouais. Non, ouais, c'était juste pour répondre à How to Bitcoin sur ce sujet. En fait, le problème dont il parle, c'est effectivement qu'avant, dans la version d'avant, le splice, là, le splicing de Phoenix, il y avait un swap intégré en fait, qui était pas trustless, mais que Phoenix prenait en charge pour nous. Et en fait, bah, quand t'envoyais on-chain pour refund ton channel, après, il poussait la liquidité vers toi et ça te coûtait qu'une seule transaction, en fait. Et maintenant, avec leur nouveau truc de splice, en fait, pour eux, c'est bien parce qu'ils ont que un channel par user à gérer. Mais pour nous, c'est de la merde, en fait. La nouvelle mise à jour, elle est à chier en termes de... Bah déjà, tu payes 0,4% de fees sur tous les paiements que tu fais, mais en plus, en termes de bah, à tous les niveaux, c'est beaucoup plus cher quoi. Donc voilà, c'est juste que en fait la surprise c'est qu'en fait ils ont juste supprimé leur service de swap. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs parce que dans le cas de How to Bitcoin, si tu avais suffisamment de liquidité pour que ton paiement on-chain serve juste à push les fonds vers toi de ton côté, bah ça aurait été nickel. Et sauf que là, ils t'imposent deux transactions au lieu d'une seule auparavant. Et je trouve ça vraiment dommage. Je comprends pas pourquoi, en gros, ils ont supprimé le service de swap. Même s'il n'était pas trustless, c'était hyper utile, quoi. Ah, c'est tout. C'est bien ce que je voulais dire. Voilà, bah, on est tous dans le même bateau. C'était mieux avant, quoi. Pour nous. Alors, Nicolas, je crois qu'il est redescendu. Vous le voyez encore dans les intervenants. Moi, je le vois pas dans les intervenants. N'hésite pas à remonter, hein, si tu veux, Nicolas, pour. Je sais pas de quoi tu voulais parler, peut-être du sujet d'avant. N'hésite pas à demander la parole. Sinon, on continue. Ouais, j'ai vu, il y a une question dans le chat de Tonio qui demande si Bitstream c'est BitVM ou c'est pas du tout la même chose. Donc Bitstream, c'est pas du tout BitVM. Voilà, c'est fait par le même gars, mais c'est pas du tout la même chose. On va sûrement en reparler après.
Vous voulez traiter la question de Kibovox sur c'était sur le demeurage là. Que je la retrouve comme ça, je la lis. Bah, du coup, je pense, enfin, moi, je vois ce que c'est. Enfin, il parle de la soft fork de Peter Todd. Ouais. Euh, alors, je sais pas si c'est déjà pour commencer, je sais pas si c'est une proposition sérieuse. C'est-à-dire que Peter Todd, il a tendance à lancer des réflexions, mais qui sont juste des réflexions. C'est-à-dire, par exemple, il a déjà balancé des trucs du genre, c'est pas parce qu'il y a une émission de monnaie régulière avec une tail emission, des choses comme ça, c'est pas parce qu'il y a ça qu'il va y avoir une supply de monnaie infinie. Bon, ok, voilà, c'est une réflexion qui balance. Ça veut pas dire que des fois il dit des choses, il fait des remarques, mais ça veut absolument pas dire qu'il voudrait voir ça sur Bitcoin. Donc sur le démurrage, en fait, ce qu'il veut montrer, c'est que il y a dans le modèle de sécurité de Bitcoin, il y a deux composantes. Il y a la composante inflationniste, qui est la subsidie les nouveaux Bitcoins créés à chaque bloc, et il y a les frais de transaction. Et fondamentalement, ces deux composantes, elles sont une sorte de taxe. Si on essaie de voir un peu le jeu d'incitation qu'il y a derrière, c'est une genre de taxe. L'inflation, c'est une taxe sur l'épargnant, c'est-à-dire les personnes qui conservent leur Bitcoin très longtemps mais qui ne les font pas bouger. Et les frais de transaction, c'est une taxe sur les utilisateurs, sur ceux qui font des transactions, donc sur les transactants, les parties qui font des transactions. Euh, Et donc évidemment, enfin, je vous apprends rien en vous disant que le modèle de sécurité de Bitcoin, c'était d'abord de taxer les épargnants, puis progressivement d'aller vers une taxe de ceux qui font des transactions, jusqu'à arriver effectivement à une supply finie. Mais la supply finie, c'est pas l'alpha et l'oméga du sujet. La supply finie, c'est un narratif qui est puissant, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir qui paye pour la sécurité in fine. Et en gros, un argument, enfin, il y a une crainte que l'on voit souvent, qui est, oui, mais en fait, au bout d'un moment, on va tous conserver nos bitcoins et on va faire pas trop de transactions. Et donc, si le modèle de sécurité de Bitcoin, c'est d'aller progressivement vers un paiement de la sécurité par ceux qui font des transactions, eh bien, il y a un risque qu'il n'y ait plus assez de financement de la sécurité de Bitcoin et que du coup, bah, il n'y ait pas assez de mineurs et que du coup, le hash rate, etc., qui s'effondre et donc du coup, voilà, une attaque à 51%, je sais pas quoi. Voilà. Et en fait, ce que Peter Todd veut dire avec ça, c'est si on veut si on veut changer le modèle de sécurité dans le futur de Bitcoin et qu'on veut garder une composante de la sécurité qui est payée par les épargnants, c'est-à-dire par les personnes qui ne font pas bouger beaucoup leur Bitcoin, eh bien, on peut faire une soft fork où en gros, en plus du frais de transaction qu'il faut payer aux mineurs quand on fait une transaction, il y a aussi un frais à payer en plus par UTXO en fonction de la durée pendant laquelle l'UTXO n'a pas bougé. Et avec ce frais, un frais proportionnel entre guillemets à la valeur de l'UTXO et à sa durée et à la durée pendant laquelle elle est restée dans l'UTXO 7, en faisant un frais comme ça, on peut simuler l'effet l'effet qu'aurait une inflation de la masse monétaire si on devait décider par exemple, d'augmenter la masse monétaire de Bitcoin de 2% tous les ans. On pourrait très bien simuler le même effet économique en disant, bah, tu payes un peu moins de 2% de frais par UTXO par an quand tu les dépenses. Que ce soit pour faire une rotation de tes UTXO ou que ce soit pour payer quelqu'un. Et donc, ça fait une forme de taxe sur l'épargne. Et donc, c'est ça l'idée du démurrage de Todd. Et c'est pas pour dire, faut faire attention, c'est pas parce qu'il propose ça enfin, c'est pas parce qu'il en parle qu'il est d'accord avec l'idée. Je pense que le sens de cette discussion, c'est juste de dire si en théorie on voulait reproduire le modèle de sécurité qu'on aurait si on avait une inflation constante sur Bitcoin, eh bien on pourrait. On n'a pas besoin
de faire une hard fork où on fait plus de % de masse monétaire à chaque année, par exemple. Il y a un autre argument aussi qui est pour justement cette taxe côté épargnant, donc soit via la tail emission, soit via le démurrage. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, hein, juste je l'explique. Il y a un argument qui dit que en fait, ce qu'on cherche à financer, c'est la preuve de travail. Or, qui devrait financer la preuve de travail? Ceux qui en bénéficient. Et alors, nous, sur Bitcoin, ça fait plusieurs années qu'on se bat contre ceux qui nous disent les arguments écologiques du style telle transaction, ça consomme tant d'énergie, tout ça, et on leur dit non, non, mais la preuve de travail, ça sert pas à exécuter des transactions. La preuve de travail, ça sert à sécuriser un historique économique. Or, quand on sécurise un historique économique, eh bien, la preuve de travail, elle bénéficie justement bien aux UTXO passés, c'est-à-dire à ceux qui gardent leurs UTXO, ceux qui hodl, donc les épargnants. Et donc, il y a aussi cette idée de dire ça serait plus juste, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans Monero, du coup, avec la tail emission, c'est de dire que ce serait peut-être plus juste que ce soit ceux qui bénéficient le plus de ce service, qui payent pour ce service, et en l'occurrence, ce seraient les épargnants. Voilà, il y a aussi cet argument qui existe. Si tout le monde est d'accord, on active tout de suite. Hein. Allez, fais le code et on active tout ça. Ah oui, il y avait un truc que je voulais dire sur le demurrage, c'est que Lightning, ça fonctionne plus en fait, si tu mets le demurrage. Et globalement, tous les protocoles de surcouche qui demandent justement de bloquer de bloquer des bitcoins on-chain, si on se fait taxer sur les bitcoins qu'on bloque on-chain, on n'aura plus la même représentation sur ces surcouches, tu vois. Il va y avoir un souci. Alors, en fait, c'est pas que ça marcherait plus, c'est juste qu'il faudrait tenir compte de ça. C'est parce que si tu fais une taxe qui est proportionnelle à la durée pendant laquelle l'UTXO existe et en proportion de sa valeur, que tu fasses bouger régulièrement ton UTXO ou que tu la fasses pas bouger, tu vas payer la même taxe sur l'épargne. C'est juste que tu vas payer plus de frais de transaction si tu fais plus de transactions, normal. Mais si tu as un système de taxes en proportion temps fois valeur, que tu la fasses bouger ou pas, ça change rien. La taxe est la même. Donc, ça veut dire que dans Lightning, tu tiendrais compte du fait que quand tu updates ta commitment transaction, il faut déduire le fees qu'il faut payer. Donc si par exemple si on devait imaginer ce genre de choses, il y aurait sûrement une taxe qui est recalculée en fonction de la hauteur de bloc, de la différence de hauteur de bloc entre le début de l'UTXO et sa dépense. Bien du coup, à chaque fois qu'il y a qu'il y a une nouvelle hauteur de bloc, il faut faire une nouvelle commitment transaction où tu soustrais tu soustrais le fees que tu vas devoir payer pour passer avec la soft fork. Mais effectivement, ça fait quelque chose de très compliqué. Ça complexifie énormément à ce niveau-là. Hein. Mais de toute façon, les fees de base, faut se dire que même aujourd'hui, même aujourd'hui, les fees, ça complexifie déjà énormément tous les protocoles de seconde couche. Hein. Parce que bon, on a eu des discussions théoriques sur Arc, il y a encore des discussions sur Lightning, mais on voit qu'à chaque fois, il y a des vulnérabilités qui sont trouvées en se basant sur les fees, en se basant sur des remplacements dans les mêmes pools. Enfin, toujours pareil. Les fees, c'est l'épine dans le doigt de pied de tous les protocoles de seconde couche et c'est impossible de l'enlever, quoi. C'est toujours un problème. Donc là, c'est juste que ça fait empirer le problème. Donc bon, c'est pas cool, mais si on a besoin de ça pour payer la sécurité, voilà. Ouais, après, moi, ce que je me dis sur tous ces trucs de tail emission, de mirage, tout ça, c'est comment tu détermines comment tu détermines le nombre de bitcoins qui sont créés par bloc si tu fais la tail emission, ou comment tu détermines le pourcentage qui est multiplié justement à la valeur de l'UTXO et à son nombre de confirmations, sa hauteur de bloc. Comment tu détermines ces taux, ces nombres, tout ça, tu vois, c'est un peu au doigt mouillé. On va se dire, ah ben tiens, 0,66 XMR, ça fonctionne bien
ça va nous garantir la sécurité jusqu'à la fin de la vie. C'est un peu au doigt mouillé, tu vois. C'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu mettre ses gros doigts dans les engrenages, là, que ça va tout faire dérailler. Bah, c'est un choix politique et social, mais c'est un choix. Et même si Bitcoin se part d'une certaine neutralité en mettant in fine une somme fixe, c'est aussi un choix politique de dire que tu vas transitionner d'un système qui fait payer sur l'épargne vers un système qui fait payer sur les utilisateurs. C'est, Qu'est-ce qui te dit que c'est le bon choix? Bah, rien. Mais comme tu dis, le reste non plus. Donc, bon. Mais il n'y a pas de. Enfin, à mon avis, c'est compliqué de déterminer. Enfin, compliqué de déterminer quel est le bon choix sans commencer à tomber dans des raisonnements de banquiers centraux, en fait, au bout d'un moment. Donc, comme tu peux être d'accord sur certaines choses et pas d'autres avec d'autres personnes, donc, à mon avis, c'est juste, moi, à mon avis, le narratif de dire on a une quantité fixe de Bitcoin à la fin, il est puissant, mais il a aussi le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que de l'autre côté, on se dit, OK, bon, il y a des Bitcoins qui se perdent, c'est sûr. Donc la quantité va décroître et bon, ça a quelque chose d'un peu triste de se dire, bon, la quantité décroît, et ça reste là en poussière dans le protocole. Mais en même temps, ça fait partie enfin, bon, juste, il n'y a pas il y a pas de solution meilleure que les autres. Ça dépend tellement de tes opinions politiques, de tes idéaux, de ton objectif à atteindre lorsque tu fais une certaine politique monétaire. Donc, en fait, voilà quoi. J'ai envie de te dire, si tu veux faire l'écolo, tu vas dire, faut qu'on paye le moins de fees possible pour qu'il y ait le moins de mineurs possible. Voilà. Bon. Actuellement, je pense que le fait de faire payer en faisant de la génération de nouvelles pièces, ça, ça crée des choses un peu cheloues aussi. Mais c'est le monde qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc, bon, qu'est-ce qui me dit qu'en fait, c'est pas l'inverse Donc, bon. Enfin, il y a, à mon avis, il faut plutôt chercher qu'est-ce qui techniquement est le plus stable. Et je saurais pas dire encore. J'ai quand même, il y a quand même des inquiétudes légitimes sur ce qui pourrait se passer quand on va passer à un modèle de fees complet sur les transaction fees. Euh, mais voilà, en même temps, le passer, enfin, être sur un modèle d'inflation monétaire, ça a aussi des effets un peu bizarres. Voilà. Enfin, les critiques sur l'environnement, elles s'entendent parce que il y a une génération de pièces qui vient de nulle part. Alors que s'il y a forcément que du transaction fees dans la récompense Bitcoin, si tu veux, ok, le mineur, il mine, mais ça sert vraiment parce que les gens le payent littéralement pour l'utilité qu'il a. Alors, bon, enfin, voilà. Enfin, mais comme tu vois, c'est pas des remarques techniques, c'est des remarques d'opinion. Donc, bon, il y a pas à mon avis, il y a juste pas voilà, on est bien avec ça pour l'instant. Et si on doit changer, si jamais il s'avère qu'il faut absolument changer pour je sais pas quelle raison, on changera. Déjà, on va avoir un premier palier là en 2024. On va voir ce qui va se passer un petit peu, parce que le hash rate, il arrête pas de monter. Il va y avoir une division par deux dans quelques mois. Ouais, bon après, c'était comme ça aussi c'était aussi comme ça en 2020, hein, mais les mineurs, ils sont des gènes. Ils sont bien des gènes. Alors, je pense qu'on n'a pas répondu à toute la question de Kibovox, parce qu'il y avait aussi sa question qui portait sur l'imposition d'un soft fork par les mineurs, justement. Alors là, je pense qu'il veut revenir à ce que Peter Todd appelait les forced soft fork. Et on en a déjà parlé plusieurs fois ici, il me semble. Alors, voilà, il nous dit, Peter Todd affirme que les mineurs sont en mesure d'imposer des soft forks s'ils le souhaitent et que les nœuds de validation ne pourraient pas l'empêcher, car ils ne s'en rendraient même pas compte. Voilà. Et c'est après qu'il parle de murage seulement. Sauriez-vous expliquer en quoi consiste ça, on l'a fait. Si les mineurs ont un tel pouvoir, pourquoi ne pourraient-ils pas changer la limite des 21 millions ou autre? Alors, il me semble que quand Peter Todd, déjà, il parle de forced soft fork, il part du principe qu'il y a besoin également qu'il y ait
les gros exchanges qui soient avec les mineurs. Est-ce que Je vous en sais savez pas. plus là-dessus? Non, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, fondamentalement, ce qu'on appelle une soft fork pour ce qui est d'une upgrade du code, c'est une attaque à 51% quand on considère qu'on n'est pas d'accord avec ces nouvelles règles. C'est-à-dire que les mineurs appliquent des nouvelles règles qui sont plus contraignantes et elles peuvent être arbitraires. En l'occurrence, quand on fait taproot, bon bah on fait taproot parce que bah on a envie d'avoir des nouvelles features, etc. Mais les mineurs, ils pourraient très bien décider de dire bon bah oui, maintenant on est tous d'accord, nous tous les mineurs, on est d'accord pour imposer un démurrage sur toutes les UTXO. Et il faut qu'ils mettent X de frais, sinon on n'accepte pas de miner ATX. Et si suffisamment de mineurs le font et qu'ils suivent ils suivent le mouvement, c'est-à-dire que quand il y a un mineur qui mine un bloc qui vérifie pas leurs règles, eh bien ils ne minent pas au-dessus de ce bloc-là. S'ils sont plus de 51%, bah, ils vont y arriver. Ils vont réussir à imposer cette règle. Et les nœuds, bah, eux, ils appliquent moins de règles. Ils appliquent pas ces nouvelles règles, elles n'invalident pas les anciennes. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème à continuer de suivre cette chaîne qui, pourtant, te contraint en pratique à payer des frais en plus. Euh, le fait que ce soit des règles, que le démurage, ce soit une façon, on va dire, soft fork compatible de modifier le modèle de sécurité pour passer sur un modèle de sécurité où l'épargnant continue de payer, euh, bah, c'est une manière de dire que les mineurs pourraient tout à fait faire ça s'ils le souhaitaient vraiment, mais il faut qu'ils le souhaitent et qu'ils soient tous d'accord et qu'ils cooptent ensemble, ce qui est quand même très difficile. Enfin, l'hypothèse, c'est quand même que c'est pas facile de faire ça, mais on y arrive. Je veux dire, quand on le fait pour faire Segwit, quand on le fait pour faire Taproot, c'est exactement ce qui se passe. C'est les mineurs qui, tous ensemble, d'un seul coup, se mettent à appliquer des nouvelles règles plus restrictives. Bon, sur des transactions dont on en a strictement rien à foutre le reste du temps, donc en général, ça ne nous pose pas de problème. Mais du démurage, bah, ça pourrait, enfin, voilà, ça pourrait avoir un impact fort. Mais c'est une attaque qui est très dure à mener. Et qu'est-ce que c'était le sens de mon... Bah, il y a ça. Et en fait, pourquoi on ne peut pas augmenter la quantité de monnaie dans le système? Eh bien, parce que ce n'est pas soft fork compatible. C'est-à-dire, augmenter la quantité de pièces, pour le coup, ça invalide les limites d'émission qu'appliquent les nœuds. Mais par contre, forcer les gens à payer un pourcentage de la durée de détention d'une UTXO, ça a exactement le même effet économique, mais c'est soft fork compatible. Donc ça veut juste dire que la quantité de monnaie qu'ils émettent est toujours la même, mais c'est juste qu'ils refusent de miner une transaction si elle ne paye pas les frais qui économiquement reviendraient à faire une inflation monétaire. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est juste que économiquement, les mineurs pourraient faire en sorte qu'ils bénéficient d'un effet qui est exactement celui dont ils bénéficieraient s'il y avait une inflation. Mais ils ne peuvent pas faire d'inflation parce que l'inflation perpétuelle, elle n'est pas autorisée par le protocole, par les règles d'aujourd'hui. En revanche, demander des frais plus élevés encore qu'avant, ça, c'est compatible avec le protocole actuellement. Payer plus de frais, c'est pas incompatible avec le protocole. Je sais pas si c'est... Est-ce qu'on m'a compris? Ouais, c'est très clair. Mais s'ils font ça, il faudrait quand même qu'ils soient suivis par. Enfin, je suis d'accord. Les nœuds, s'ils ne le remarquent pas, continuent à suivre. Mais ça va rapidement se remarquer. S'il n'y a plus aucune transaction qui est inclue dans les blocs, qu'il n'y a Oui, plus que la Coinbase, alors que les mêmes pools sont censés être pleines, ça va vite se remarquer. oui, c'est une censure, oui. Ouais. Et s'ils ne sont pas suivis par ni les utilisateurs, ni les exchanges, les gros acteurs, il suffit que les utilisateurs fassent une autre implémentation avec une modification qui invalide justement les anciens blocs. Ce serait un hard fork du coup, non? Non, tu peux pas. Tu peux pas. Les blocs, c'est, ils peuvent miner des blocs vides, mais de toute façon, si des blocs vides, il n'y a pas de Coinbase dedans parce que la Coinbase qu'on a mis, elle est nulle, ils s'en foutent hein, que tu invalides leur bloc. Tu ne peux rien faire contre ça.
Tu ne peux vraiment rien faire. Si les mineurs, ils ont tous décidé que non, ils feraient pas les choses comme ça, eh ben, so be it, quoi. C'est les limites du système. S'ils ont plus de 51%, perpétuellement, ils vont maintenir une chaîne où si t'as pas payé les frais, bah tu rentres pas. Alors après, tu me diras, peut-être que c'est ta perte, peut-être que les frais de transaction qu'ils auraient pu récupérer s'ils avaient vraiment inclus les transactions, ils seraient rentrés dans leurs frais. Peut-être qu'ils rentrent pas dans leurs frais parce qu'ils le font pas. Bah ça dépend du coup. Si je pense aussi que c'est un peu ça qu'il a en tête, Peter Todd, c'est que si ça paye pas assez la sécurité, les frais de transaction, bah, les mineurs peuvent se mettre à imposer des règles comme ça leur coûte rien économiquement, puisque de toute façon, il n'y a rien pour garantir la sécurité. Je suis pas d'accord avec ce raisonnement, mais je pense que c'est un peu cet état d'esprit qu'il a en fait quand il parle de mineurs qui feraient un démurage forcé. C'est de dire, bah, juste, ils font pas valider des TX qui payent pas assez de frais, quoi. Enfin, et c'est leur droit. Enfin, il n'y a rien dans le protocole qui les empêche. Et tu peux pas, d'un point de vue protocolaire, faire quoi que ce soit pour les pénaliser de ne pas avoir miné des transactions qu'ils étaient censés pouvoir miner. C'est vraiment, je sais pas, c'est juste des contraintes supplémentaires. Donc c'est une soft fork et comme c'est une soft fork, Enfin, c'est un peu l'état d'esprit de la soft fork qui n'est pas si soft que ça. C'est juste que ce qu'on appelle ici une soft fork, c'est en fait une censure. C'est... Et après, peut-être qu'économiquement, je suis pas sûr que le raisonnement qui dirait que parce que la sécurité n'est pas payée via les frais de transaction, alors les mineurs vont peut-être commencer à imposer des frais de démurrage comme ça. Moi, je pense que l'argument tient pas. Mais c'est parce que pour moi, le security budget, l'idée de devoir payer la sécurité, c'est pas encore une idée que je trouve très aboutie, très prouvée, quoi. Je suis d'accord avec le fait qu'il y ait un gain parce que tu mines un bloc, c'est important, mais la valeur de ce gain, je ne sais pas si elle est vraiment importante. Tant qu'il y a une valeur qui est positive, strictement positive, qui est pas nulle, je suis pas méga convaincu qu'il y ait besoin que cette valeur, elle soit suffisamment grande, entre guillemets. Pour moi, cette notion n'existe pas forcément. C'est ne serait-ce que pour donner un exemple, je vois la quantité d'ordinals qui sont mint actuellement là, sur la même pool. Je suis pas sûr que ces ordinals ils aient une grande valeur. Et pourtant, les mecs, ils y vont, quoi. Ils balancent plein de transactions qui payent 4 balles, 6 balles, 7 balles de frais alors qu'elles sont toutes petites. Et c'est juste parce qu'ils ont une micro-espérance de gain, tu vois. Donc, je sais pas, est-ce que ce serait pas pareil pour le minage au bout d'un moment? Et si on imagine ce scénario, on dit, je sais pas, il y a 60% des mineurs, ils se sont mis d'accord. Ils ont dit, on va faire ça, on va leur imposer le demi-mirage par soft fork forcé. Et ils n'ont pas le choix. Et il y a tous les utilisateurs à côté, ils sont pas d'accord, ils ont vu la manipulation. Euh, il suffirait de faire de faire un soft fork nous-mêmes sur notre chaîne de notre côté pour dire on n'accepte plus les blocs qui sont en dessous de 2 mégabits ou un truc comme ça, tu vois. Pour imposer justement qu'il y ait uniquement des blocs qui soient pleins, qui ne soient pas vides avec uniquement la Coinbase comme essayent de faire les mineurs. On aurait un petit peu des mineurs de notre côté et ça permettrait de perpétuer la chaîne comme ça sans partir sur sur leur fork, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faut créer une activité sur le réseau pour pouvoir miner. Mais du coup, par exemple, le mineur, ce qu'il peut faire, c'est créer des transactions qui servent à rien pour remplir son bloc. Donc, ça marche pas. Pour lesquels il paierait des frais élevés parce que maintenant il a mis le demi-orage. Oui, mais c'est lui qui fait le bloc. Donc, les transactions, il les broadcast pas dans le réseau, il se contente juste C'est vrai. de les créer localement et il les inclut dans le bloc. Mm. Là, y a pas vraiment de solution à ce problème. Mais c'est parce que de toute façon, tu atteins les limites de ce que le système te garantit.
Bitcoin, il te garantit plus rien à partir du moment où tu as une attaque à 51%. Et là, c'est typiquement ça en fait. C'est une censure à plus de 51%. Après, la question qui se pose plus, c'est est-ce que les mineurs seront prêts à censurer les blocs qui ne respectent pas leurs pseudo-règles? Parce que ces blocs-là, ils vont quand même être propagés par le réseau. Et ils respectent pas leurs règles. Donc, est-ce qu'ils seraient prêts à tuer vraiment toutes les chaînes secondaires qui pourraient exister à un moment ou un autre? Voilà, là-dessus, je sais pas. Parce que théoriquement, d'un point de vue économique, la réponse est oui. Ils auraient tout intérêt si dès lors qu'ils ont plus de 51%, ils ont tout intérêt à censurer les autres blocs de ceux qui suivent pas les règles. Mais en même temps, comme tu dis, on pourrait dire, bah vas-y, on invalide un bloc de manière complètement arbitraire et puis on fait notre sous-chaîne que les autres mineurs vont pas suivre. Bon, c'est la seule manière qu'on a de répondre à la censure. Mais du coup, tant qu'ils viennent pas squatter sur notre chaîne à nous, bah ça va. Mais ça peut arriver. Ils peuvent s'y mettre. Faudrait pas que les mineurs de notre sous-chaîne secondaire se mettent à faire la même chose non plus, quoi. Je dis ça. Personne veut réagir sur ce sujet, n'hésitez pas à demander la parole. Et sinon, je sais pas, Lounès, tu voulais ajouter quelque chose ou non, c'est ok? Ok. Pardon, j'ai mis trop de loin. Mais T'es c'est ok. malade? Ah, je suis un peu malade, ouais. C'est encore le contre-coup du Beyond. Ah, Ouais. il faisait froid? Ouais, un peu quand même. Il y a Marius qui a reposé une question là dans le chat sur les blocs vides qui sont minés très peu de temps après qu'un bloc ait été miné et que ça arrivait 2 fois aujourd'hui. Euh, donc la raison pour laquelle ça arrive, c'est le fonctionnement des poules de minage. En fait, les poules de minage, ils vont prendre un peu moins de 30 secondes à valider un bloc entre le moment où ils ont reçu le bloc et qu'ils le valident. Et le problème, c'est que eux, notamment, il y a un système de ce qu'on appelle des compact blocs pour essayer de diffuser les blocs très rapidement dans le réseau, et notamment les en-têtes de blocs. Et donc, en fait, la poule de minage, elle va recevoir une nouvelle en-tête de bloc. Et elle va voir qu'il y a effectivement un bloc qui a de la preuve de travail suffisante qui a été trouvé. Il reste à savoir s'il est valide et quelles transactions sont dedans. Et le problème, c'est qu'il n'a pas encore eu le temps de. Enfin, pour la poule de minage, c'est extrêmement important qu'il informe ses mineurs le plus rapidement possible du nouveau bloc à miner. Parce que bah, sinon, ils travaillent sur un ancien bloc qui fait concurrence à un bloc déjà trouvé. Donc ça diminue les chances que la reward arrive effectivement dans la poule. Et donc en fait, ce qu'ils font, s'il y a des poules de minage, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont une fois qu'elles ont reçu l'entête de bloc avec de la preuve de travail et qu'elles ont très rapidement vérifié que la preuve de travail était bonne, ils vont envoyer à leurs mineurs un template de bloc, donc un pré-rempli de blocs, mais vide. C'est sans transaction, parce qu'ils veulent être sûrs que le temps qu'ils regardent quelles sont les transactions dans le bloc qui vient d'être miné, ils veulent être sûrs que ce petit temps entre le moment où ils envoient la nouvelle en-tête de bloc à leurs mineurs et le moment où ils ont enfin pu voir quelles sont les transactions qui ont été minées et donc lesquelles ils peuvent envoyer faire miner par les mineurs. Mais pendant ce petit laps de temps, qui est très court et donc qui se produit vraiment juste après que le bloc soit miné dans le réseau, eh ben, un bloc peut être trouvé par un des mineurs. Et du coup, ça va être un bloc qui est vide, qui sait juste quelle est l'entête du bloc précédent, qui va donc référer l'entête du bloc précédent et qui sera vide avec uniquement la Coinbase. Mais c'est parce qu'il a été trouvé dans un laps de temps où on n'a pas encore eu le temps d'envoyer quelles sont les transactions que le mineur peut inclure dans son bloc. Donc c'est pour ça que les blocs vides, alors que les mêmes poules sont pleines, ça arrive toujours
un laps de temps très court après qu'un bloc soit miné. Parfois, par contre, ça arrive que des fois des blocs soient trouvés très vite d'affilée, mais quand c'est la même pool de minage qui a trouvé le bloc, et ben là, dans ce cas-là, le bloc est plein, en général. Donc c'est vraiment lié à la propagation des blocs dans le réseau et à la propagation des blocs dans les pools de minage. Il y a aussi le selfish mining, quand il y en a plusieurs qui arrivent en même temps de la même pool. Ouais, De alors, la problème même, du- plus loin pool. ouais, oui, c'est toujours un peu pénible cette terminologie, mais sur le selfish mining, je suis juste pas sûr qu'on ait enfin, on n'a pas eu de preuves vraiment enfin, est-ce qu'on a des preuves que les mineurs pratiquent ça? Ou est-ce qu'on Je a sais juste pas. une théorie? Parce que je suis pas complètement sûr que Il y on ait avait eu ça. la réorg, là, tu t'en souviens, là, il y avait une grosse réorg. Oui, oui, Euh, mais c'était pas un selfish mining, justement. Enfin, bon, Ah c'était oui, Ricardo. Ricardo avait balancé que c'était du selfish mining et j'étais pas méga convaincu. Mais oui, il y avait une reorg d'un ou deux blocs, effectivement, mais ça arrive. En fait, des fois, ce qui peut se produire, c'est que bah, t'as un bloc qui se propage dans le réseau, qui se propage plutôt bien, mais en fait, il y a un bloc concurrent qui a aussi été trouvé en même temps. Mais du coup, il reste au niveau du mineur qui l'a trouvé. Et par chance, le mineur peut en trouver un deuxième. Et du coup, ça fait une reorg de un bloc. Mais c'est pas forcément, tant que c'est que d'un bloc, c'est pas forcément volontaire. C'est pour ça que enfin, dire c'est du selfish mining. Voilà. Pour moi, le selfish mining, c'est une stratégie qui est high risk, high reward. Enfin, high risk. Enfin, c'est très très risqué. Il y a une reward, mais c'est vraiment très risqué. Donc, je sais pas si. Je pense pas que les mineurs soient prêts à faire ça. Voilà. Et je peux me tromper. Jusqu'à ce qu'on ait une preuve du contraire, j'ai envie de dire. ok, ben merci Marius pour ta question une nouvelle fois. Vous voulez parler de quoi maintenant? Taproot, Bitstream ou Tap Miniscript, pardon. Ah ouais, on a dit qu'on allait pas faire long et au final on a eu 1 heure de questions, quoi. C'est magnifique. Ouais, c'est cool. Pour une fois. Et j'ai commencé en faisant les pas en bull market, mais au final, ça a bien rejoint, hein. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut peut-être... euh, en vrai, on peut se garder Bitstream pour la prochaine fois et puis profiter des 2 ans de Taproot pour en parler un peu, non? Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc déjà, peut-être réexpliquer Taproot. Et après, on parle du reste. Donc Ah ben, Taproot, je peux on le a faire expliqué. si vous voulez. Vas-y, bah, fais Je sais pas si vous l'explication. avez vu, j'ai sorti un article Tu aujourd'hui viens de là-dessus. sortir un article là-dessus dans Yes. Mixpack. Bon, je m'en Donc souviens c'est pas, chaud. ça fait un moment que je l'ai écrit en plus. Ok. Non, en gros, Taproot, c'est le nom d'un soft fork majeur de Bitcoin qui inclut 3 bips différents. Donc, il y a le BIP, que je ne me trompe pas, 340, 341 et 342. C'est ça? Yes. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ça doit être ça, ouais. Voilà. Alors, le premier, le 340, du coup, c'est les signatures de Schnorr. Donc, c'est la possibilité d'utiliser un nouvel algorithme de signature dans les scripts Bitcoin pour bloquer des Bitcoins. À la base, on n'utilisait que ECDSA sur Bitcoin. Et maintenant, on peut utiliser soit ECDSA, soit les signatures de Schnorr. Les signatures de Schnorr, elles sont intéressantes pour plusieurs raisons, mais majoritairement parce qu'elles sont linéaires. Elles ont une propriété de linéarité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de l'agrégation de clés publiques et derrière de l'agrégation de signatures. Et ça, on va l'utiliser notamment pour le BIP 341 qui s'appelle Taproot et qui a donné son nom du coup à la soft fork générale qui est un package. Et le BIP 341, du coup, Taproot, c'est l'idée de placer des conditions de dépense comme des feuilles d'un arbre de Merkel, donc c'est-à-dire à la base de l'arbre de Merkel, de hacher 2 par 2 ces conditions de dépense comme normalement dans un arbre de Merkel. Ça nous donne une racine. Et ensuite, on va interpréter cette racine comme une clé publique que l'on va justement agréger avec une autre clé publique grâce aux signatures de Schnorr, grâce au protocole de Schnorr, pardon.
et le BIP 342. Donc le BIP 342, c'est TypeScript, le nom du BIP, et c'est simplement une modification une modification. TypeScript, ça reprend le langage script de Bitcoin, ça modifie certains opcodes, ça en supprime certains, ça en ajoute d'autres. Et c'est le nouveau langage de script qu'on utilise justement pour les transactions pay to taproot. Voilà, grosso modo. Je ne sais pas si c'est bien résumé, vous voulez ajouter quelque chose? Donc je veux rappeler qu'on fait toujours cette erreur de penser que la combinaison des clés publiques avec la clé publique associée à la racine de l'arbre de Merkle, c'est permis grâce à Schnorr. Non, c'est pas Schnorr qui permet ça. C'est déjà permis par le système de clés publiques de base, en fait, de conversion d'une clé privée vers une clé publique. Par contre, effectivement, les signatures de Schnorr permettent une recombinaison des signatures beaucoup plus simple. Donc ça peut servir notamment à remplacer tous les multisigs par des simples signatures on-chain. En tout cas, après, en cryptographie, quand on parle de multisignature, on parle de signature N of N. Et quand on veut parler de signature T of N, genre un 2 sur 3, on parle de signature à seuil, donc threshold signature. Et bon, Musig, c'est un protocole qui a énormément motivé Taproot parce que c'est un protocole justement c'est un genre de calcul multipartie pour faire de l'agrégation de signatures en une seule petite signature, en multisig du coup. Donc, il faut que tout le monde signe. Et il y a une autre amélioration qui s'appelle Frost, mais qui a moins de garantie de sécurité, qui permet de faire des signatures à seuil. Et ouais, l'arbre de Merkle de Taproot qu'on appelle le mast, du coup, il est pas vraiment un arbre de Merkle parce qu'effectivement, c'est pas vraiment des hashes qu'on met, c'est des clés publiques. Et on va dévoiler, quand on va vouloir utiliser cet arbre de Merkle, on va devoir dévoiler les clés publiques les unes à la suite des autres pour révéler quelle branche de l'arbre on va utiliser pour dépenser les coins. Je sais pas après s'il y avait autre chose à ajouter. On a fait tout un space cake dessus donc l'année dernière, il y a peut-être même plus d'un an maintenant. Et on en avait parlé en long, en large et en travers déjà. Ouais, et ce qui est intéressant justement du coup avec cet arbre Taproot, c'est que lors de la dépense, on a juste besoin de révéler uniquement la condition qu'on a utilisée et pas toutes les conditions. Voilà. Contrairement à ce qui se faisait du coup sur du pay to script hash, par exemple, où justement le pay to script hash déjà nous avait permis de ne pas révéler les conditions lorsque l'on reçoit les fonds, mais on était obligé de tout révéler à la dépense. Ouais, c'est un truc. En fait, le pay to scriptage, ça permettait d'éviter de mettre le script dans l'UTXO et ça permet effectivement de le mettre dans l'input à la place. Et déjà, faut savoir que depuis Segwit, on a renforcé un peu tout ce qui est paiement vers un script, vers le hash d'un script. On a fait grossir en fait la taille du hash parce que sinon on atteignait des limites de sécurité. Et ouais, cette innovation, en fait, une des très très grosses innovations qui était très attendue dans Taproot, c'est vraiment ça, le choix d'une branche. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de faire un peu toute cette hype qu'on a sur BitVM, sur Bitstream, mais surtout BitVM. C'est vraiment le fait que un script Taproot peut vraiment être très très gros en termes de conditions de dépense. Ça peut être vraiment très 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 complexe. Donc on peut vraiment faire quelque chose de très fin. Euh, mais ce qui est vachement bien, c'est que ça va quand même pas être coûteux pour les nœuds de le valider parce que justement il y a toute cette arbre de Merkle qui permet de s'assurer, enfin de ne révéler que ce qui ne va être utilisé qu'à la fin. Alors que toutes ces conditions de dépense, même si elles sont pas utilisées, elles font la sécurité d'un protocole en seconde couche. Donc ça vraiment faisait sauter beaucoup de limites. Et du coup, on a commencé à peine à avoir les bribes en fait de ce que ça représente vraiment en termes de potentialité, quoi, de possibilités d'innovation, de choses.
Voilà. Et une petite chose que du coup on n'avait pas remarqué à l'époque, c'est que Taproot aussi retire une limite sur la taille des scripts dans le witness. Notamment, il y avait une limite depuis Segwit V0 où une input ne pouvait pas avoir un script, un witness plus grand que 10 kilobytes et 10 kilobytes, donc 40 kilobytes. Et cette limite a été retirée dans Taproot. Et c'est ce qui a fait que début de l'année 2023, on a eu des ordinals, quoi. Voilà. Et en fait, au départ, cette limite avait été retirée parce que déjà, on voulait pouvoir utiliser toute la capacité de l'arbre de Taproot, qui peut faire quand même des- dans lequel on peut quand même rentrer pas mal de clés publiques avant d'arriver à la branche qu'on veut dépenser. Mais aussi, il y avait quand même tout cet aspect de validation côté client, de mettre des données un peu sur la chaîne, mais que du coup, après, il y a Ordinals qui est venu pour vraiment en abuser, pour faire, pour vraiment mettre des JPEG dans la blockchain Bitcoin. Donc ça a été un peu la surprise, je pense, du début de l'année 2023, quoi. Bon, et du coup, il faut qu'on parle de Minitab Script maintenant, c'est ça? Déjà, Taproot, peut-être. Euh, Déjà de voir, c'est... ouais, tu veux dire quoi dessus? Non, non, c'était juste au niveau de l'utilisation. Parce que Ah j'ai ouais. pas là. Mis à part ce dont tu as parlé, justement, j'ai pas l'impression que les gens l'utilisent plus que ça, hein, même les plebs comme ça pour leurs transactions, leur portefeuille. Après, ça peut se comprendre aussi parce que bon, ça, c'était Laurent MT qui nous en avait parlé aussi quand il était venu sur le space d'analyse de chaîne, du fait que oui, à long terme, Taproot, ça apporte plus de privacy quand il y aura beaucoup de monde qui l'aura adopté, qui l'utilisera. Mais en attendant, c'est une empreinte supplémentaire sur la chaîne qui, si elle est utilisée de façon minoritaire, peut révéler l'empreinte d'un portefeuille, justement, en analyse de chaîne. Et je sais pas si c'est pour ça aussi que les gens ils restent plutôt sur Segwit V0. Euh, les exchanges, je crois que c'est la cata, les gros exchanges. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont implémenté, qui Ouais. peuvent dépenser vers Taproot. Il y en a très peu et même il y avait eu des problèmes d'implémentation mal faite. Alors, une autre raison aussi, c'est que contrairement à Segwit, Taproot ne diminue absolument pas le coût d'une transaction simple classique. En fait, dans Taproot, ça va coûter plus cher de créer des outils EXO. Ça va coûter moins cher de les dépenser. Mais au global, ça coûte à peu près le même prix de faire une transaction Taproot, d'utiliser une outil EXO Taproot, plutôt que d'utiliser des outils EXO Segwit V0. Donc il n'y a pas d'incitation économique à l'utiliser. Et l'autre chose, c'est que euh, hormis les dépenses très simples qui n'utilisent pas le script de Taproot, euh, eh bien, quand on doit commencer à utiliser le script, c'est très compliqué à gérer. C'est quand même relativement complexe comme logique de validation. Et il y avait vraiment que Bitcoin Core qui l'avait implémenté correctement, on va dire, au début. Et donc, c'était très dur pour les wallets enfin, et c'est toujours difficile, je pense, encore, de supporter, de pouvoir signer pour du Taproot, notamment lorsqu'il s'agit d'utiliser l'arbre de script. Et donc, ça fait aussi que ça limite énormément l'adoption, parce qu'il y a très peu de wallets, même de hardware wallets. Tu regardes, il n'y en a pas beaucoup qui supportent Taproot. Et ceux qui supportent Taproot, ils vont dire oui, alors en fait, nous, on supporte que tu puisses envoyer vers Taproot, ou alors oui, tu peux recevoir et envoyer avec Taproot, mais euh, que si tu utilises le chemin de base, pas le chemin avec les scripts. Donc, c'est tout de suite très limitant. Et bon, évidemment, ce qui va un peu changer la donne là-dedans, c'est Minitab Script. Mais Minitab Script, ça vient à peine euh, d'être mis dans Bitcoin Core. Si vous voulez, j'ai deux petits stats sur les utilisations de Taproot. Ah ouais, vas-y. Au niveau du pourcentage de la supply qui est dans des adresses pay to Taproot,
On a 0,2% la supply comparé aux adresses Bec32 ou qui sont à 27. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que on a 44 millions d'UTXO en Bec32 et 20 millions en Pay to Taproot. Donc il y a Ouais, vachement plus Bah, c'est Ordinals d'UTXO. Ouais. c'est et ordinal. compagnie. Ouais. Ouais. Mm. Et on voit carrément la différence, quoi. Donc attends, ça fait combien? 100, il y a 100 fois moins de Bitcoin dans des Pay to Taproot, mais juste 2 fois moins d'UTXO, quoi. Donc ça veut C'est- dire que les UTXO sont en moyenne 50 fois plus petites dans Taproot que dans les Segwit V0. Ouais. En fait, si on regarde un petit peu Ordinals, la raison pour laquelle Ordinals crée plein de petits UTXO, c'est les mints. Quand on fait un mint, l'argent le token, il est associé à une adresse. Et donc, bah, quand tu fais ton mint, l'adresse en sortie de ta transaction de mint où il y a l'inscription de mint, c'est celle à laquelle va être associée les coins. Et enfin, les BRC, quoi. Et en fait, bah, du coup, ils font les UTXO les plus petites possibles. Parce qu'ils essaient de mint le plus vite possible. Donc, ils veulent payer le plus de frais possible pour être les premiers à mint les jetons. Et donc, du coup, ils font les UTXO les plus petites possibles qui soient admissibles. Et donc, là, j'avais regardé ce matin, c'est souvent du 546 Satoshi. Donc, 546 Satoshi fois 50, ça fait. Oh, la flemme, hein. La flemme, elle est là. Ça fait quelque chose de l'ordre de 250 000, 250 000 Satoshi ou 25 000 Satoshi. Enfin, ça paraît beaucoup plus raisonnable pour des gens de conserver des sommes comme ça dans des Segwit V0. Et la majorité des outils Exo Taproot, ça va être des 546 SAT. Donc c'est normal qu'on ait beaucoup, beaucoup d'outils Exo, puisque une bonne partie de la croissance de l'outil Exo 7 récemment, elle est liée à Ordinals. Mais du coup, effectivement, ça représente une portion toute petite de la supply. Parce que bah, c'est des outils Exo dont l'intérêt n'est pas qu'il y ait de la valeur dedans, mais juste qu'elle soit en sortie d'une TX qui permette d'assigner des tokens, quoi. J'ai Et j'ai regardé, d'ailleurs, ça fait en moyenne 220 000 sats par UTXO. ok, ouais, donc c'est cohérent. Et d'ailleurs, les consolidations de ces outils exo-là sont très difficiles parce que bah, quand tu as une outil exo à 546 Satoshi, bah, dès que les frais sont à plus de 5 Satoshi par byte, bah, tu n'as aucun intérêt à les consolider. Tu vas dépenser plus d'argent à la consolider qu'à la rien faire. Donc du coup, bah, c'est pour ça que l'outil exo 7 a une tendance à augmenter actuellement plutôt qu'à diminuer. Même si les personnes qui font du ordinals, bah, quand elles peuvent, elles essaient de consolider. Mais juste, bah, elles consolident à 1 SAT par byte ou 2 SAT par byte. La même pool n'est pas prête de se vider. Ouais, alors, Ouais, et- alors qu'on est en moyenne à 12 millions de Satoshi pour l'UTXO, pour les Bec32. Ok, ok. Ça, c'est une moyenne, ça. ouais. Du coup, tu m'as Ouais, donné ouais. l'idée. J'ai regardé au début d'année combien il y avait du TXO puis tout tiers. 200 000 en début d'année 2023. Donc ça fait fois 100 sur l'année. 20 millions, tout à l'heure tu Belle nous disais. perf. Donc, ouais, ça pump d'un coup. Ça, c'est le mois d'avril, là. Enfin, quand ils se sont mis à faire des BRC20, ça a explosé parce que, bon, au départ, c'était pas. Enfin, Ordinals, au début, c'était pas. C'était que des images, quoi. C'est quand ils ont commencé à foutre du texte où là, c'est parti en cahuète. Il faut remettre le Et, snowfall. et alors, vous, personnellement, vous en pensez quoi si je suis un utilisateur de Bitcoin classique, je fais quelques transactions par-ci, par-là. euh, Est-ce que j'utilise plutôt du Segwit V0 ou du Segwit V1? Qu'est-ce que vous me conseillez si on considère que mon hardware wallet le prend en charge? Ah, c'est chaud comme question. Bah, J'aurais tendance à dire du Taproot, hein. si, ouais, enfin, ça dépend au niveau de la privacy, mais il faut bien commencer par quelque chose, quoi. Si ton hardware wallet le supporte, Si c'est un nouveau wallet, autant partir direct sur du Taproot.
parce que ça sera bénéfique sur le long terme, quoi. Surtout si on a des solutions de privacy qui commencent à apparaître, les channels Lightning dans Les silent Taproot, payments. Mm. les silent payments, les Liana, etc. Tout ça, si c'est utilisé si Taproot est utilisé que par ces mecs-là, bah ça servira pas à grand-chose, quoi. Donc faut qu'on ait un maximum de gens qui utilisent Taproot et ça coûte pas bien cher. Donc si c'est un nouveau wallet, autant partir sur Taproot direct. Mais effectivement, c'est un peu plus relou parce que c'est pas encore supporté de partout, tout ça. Ouais, et puis si tu réfléchis vraiment de façon individuelle, vraiment pour moi, pas pour l'adoption, euh, bah moi je dirais plutôt Segwit V0, hein. Justement pour la vie privée actuellement, il n'y a pas assez d'utilisateurs, hein. Les autres, allez-y d'abord et moi je verrai après. À mon avis, ce qui va se passer, je suis d'accord avec le raisonnement que tu fais, au sens où je pense que ce qui va se passer, c'est que on va avoir, lorsque les silent payments, ils seront peut-être dans la prochaine release de Core, quand on va avoir les silent payments ou des choses comme ça, il y aura une vraie incitation à utiliser Taproot, parce que tu peux absolument pas faire du silent payment avec autre chose que Taproot. Quand on va avoir des choses comme Liana, qui intègre mini TypeScript ou des choses comme ça, tu auras aussi une incitation à utiliser Taproot parce que tu veux pas révéler que tu utilises Liana. Donc l'avoir en Taproot, c'est vraiment pratique. Parce que sinon, bah, ce genre de script dans Segwit V0, on voit parfaitement que c'est toi, donc tu es complètement tagué. Donc à mon avis, ce qui va se passer, c'est que bah, l'idée de Taproot, c'était de faire en sorte que toutes les transactions avec des scripts complexes se ressemblent. Donc il faut que les gens commencent à faire des transactions avec des scripts complexes. Et quand ils vont commencer à faire ça, bah, ils vont utiliser Taproot pour se cacher. Et à partir de là, la non-set va commencer à augmenter et à être intéressant. Donc Et du coup, les mecs égoïstes comme moi et qui voilà, n'utilisent pas de script complexe pourront se dire, ah là, j'ai un vrai avantage à aller utiliser Taproot même si j'utilise pas de script complexe. exactement. À mon avis, c'est comme ça que ça va se passer. Je pense Liana, ça peut vraiment être précurseur sur ce genre de choses. Liana et les silent payments, ça va vraiment être les... Parce que les silent payments, au-delà de l'aspect privacy, il y a un aspect pratique parce que tu retrouves un peu l'ergonomie en fait d'un paynim, tu vois. Au-delà de l'aspect privacy, tu as l'aspect extrêmement pratique de te dire je paye vraiment quelqu'un, je paye un code statique, j'ai pas à demander une adresse, j'ai pas. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire que tu pouvais pas faire avant parce que tu as une ergonomie, que ce soit au niveau du développement, que ce soit au niveau de l'utilisateur. Et donc ça va vraiment pousser à utiliser du Taproot aussi, quoi. Donc voilà, ça viendra, mais clairement, il faut que les applications, elles sortent. Et disons que bah, c'est très long, quoi, parce que entre ça, déjà, les silent payments, l'idée, elle date d'il y a au moins un an, là, presque un an et demi. Euh, Ça, les silent payments, Liana, tout ce qui est mini TypeScript, alors ça, c'est des trucs, ça remonte à plus de 4 ans, plus de 5 ans, les idées de Mast, de combiner ça avec un truc mini script et tout. C'est juste que bon, bah, faut que ça settle, quoi. Une fois que la soft fork, elle a été décidée, bah, ils pouvaient enfin commencer à avancer. Et là, bon, bah, ils ont bien avancé en 2 ans, mais le signal est caché dans le bruit, quoi. C'est, Ça va venir, mais bon, c'est vraiment beaucoup plus pratique à utiliser. La soft fork valait vraiment le coup, il y a pas de doute, mais c'est juste que bah, c'est difficile de développer dessus, quoi. C'est toujours comme ça dans Bitcoin, comme on réfléchit d'abord à faire en sorte que ce soit facile de le vérifier, bah, du coup, ça contraint beaucoup plus les développeurs et donc du coup, bah, c'est plus long. Voilà. Parce que les silent payments, même si c'est plus pratique, faut encore coder les logiques de réception, d'envoi et les hardware wallets et plein d'autres choses qui sont. Et c'est relou. C'est juste que voilà, c'est particulièrement pénible. Et puis, il va falloir prévoir de l'infrastructure parce que quand on va vouloir utiliser ça avec des hardware wallets, ça va être encore une autre paire de manches. Donc, voilà, c'est pas, ça se fait pas comme ça, quoi. C'est pas facile.
Et Liana, par exemple, là, donc Mini-TapScript, on devrait l'avoir dans la prochaine release de Core. Donc peut-être que Liana va faire une release avec Taproot prochainement. Mais même actuellement, bah, Miniscript c'est très bien, mais Musig n'est qu'un BIP pour l'instant. Il n'a pas encore été implémenté avec une implémentation de référence qui est considérée comme utilisable. Donc Liana, actuellement, enfin, dans la version Taproot qui va sortir dans les prochains mois, ben, le chemin d'utilisation courante, c'est-à-dire le chemin où tout se passe bien, il n'y a pas de recovery, il n'y a pas de trucs comme ça ne peut être que une signature simple. Ça ne peut pas être un multisig, parce qu'on n'a pas musig. Donc voilà, enfin, si on veut rester caché avec Taproot, bah, on est tout de suite, on voit qu'on est encore très très limité, quoi. Mais c'est pas une limite intrinsèque à Taproot, c'est juste que bah il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire avant de pouvoir utiliser tout le potentiel de Taproot. Ouais, alors du coup, je sais même pas si on a expliqué ça. Si jamais vous savez pas, Mini-TapScript, c'est juste une version de Miniscript adaptée à TapScript. Et TapScript, je vous ai dit tout à l'heure ce que c'était. Voilà, et on avait fait un space justement avec Antoine Poinceau sur Miniscript, si jamais vous voulez aller le voir pour comprendre un peu mieux ce que c'est. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Ou si on a dit des bêtises, que vous voulez venir monter, nous dire des choses, n'hésitez pas. Il y a Victor de How to Bitcoin qui nous montre un bloc vide qui vient d'être miné récemment là. C'est assez rigolo. Ça, on l'aura Il y a- plus quand on sera arrivé à 21 millions. Euh, je sais pas. Il n'y aura Peut-être. plus d'incitation économique à envoyer en Peut-être. premier justement les templates. Yes, c'est bien possible. Mais du coup, c'est marrant parce que ça, par contre, tu l'aurais pas non plus dans une soft fork de démurage. Donc il y a quand même des petites différences. Il y avait Tonio qui posait des questions dans le chat. J'avais commencé un peu à lui répondre, mais du coup, j'en profite là. Donc il demandait, mais en fait, à part faire des boucles infinies qui me semblent useless, est-ce que c'est utile d'être Turing complet pour des smart contracts? Parce qu'on dirait que c'est une des raisons pour lesquelles je sais pas si c'est ces state machines, sont majoritairement sur Ethereum et pas Bitcoin. Bah, donc du coup, j'ai répondu que en gros, la manière de faire d'Ethereum, c'est surtout d'être plus axé autour de l'expérience du développeur. C'est-à-dire que le développeur, quand il code un contrat sur Ethereum, il a une manière de coder qui est beaucoup plus proche de sa manière de coder habituelle. Parce que tant que tu n'as pas dépassé les gaz sur Ethereum, tu peux faire des boucles while, tu peux faire des boucles for, voilà, tu peux faire des choses dont on a l'habitude et qui sont très pratiques. Alors que quand tu dois respecter les contraintes d'un langage sur pile qui n'est pas Turing complet, et bien du coup, c'est tout de suite plus difficile d'imaginer quel programme, comment réussir à coder ton programme dans ce langage. C'est pas parce qu'il est théoriquement possible que c'est facile de l'imaginer. L'analogie que je donnerais, c'est par exemple, moi je code beaucoup en Rust, et Rust c'est un langage qui est fortement typé, donc il va beaucoup plus mettre des règles beaucoup plus contraignantes, mais ce que tu gagnes derrière, c'est beaucoup plus de garanties sur ton programme. Et en gros, bah, c'est juste que Bitcoin est très sévère sur les garanties de programme que tu dois donner. Il faut vraiment que tu le codes de façon à pouvoir garantir les choses. Donc, ce à quoi Tonio a répondu deux choses. Donc, il demande si un langage sur pile, c'est comme ceux de script. Donc, effectivement, script dans Bitcoin, c'est un langage basé sur une pile. C'est-à-dire que on pousse des données sur la pile et c'est toujours la règle du dernier arrivé, premier sorti. Donc, par exemple, la dernière chose que j'ai poussée sur la dernière donnée que je pose sur la pile,
c'est la première donnée sur laquelle je vais travailler lorsqu'il va y avoir un opcode qui va me demander de faire des opérations sur la pile. Donc c'est ça ce qu'on appelle un langage sur pile. Et en fait, il peut y en avoir plusieurs. Potentiellement, on peut travailler sur plusieurs piles en même temps. Sur Bitcoin, c'est assez rare, mais en l'occurrence, dans le cas de BitVM, on utilise aussi une deuxième pile. Donc voilà, c'est quand même des choses à prendre en compte. Et en général, quand on commence à avoir plusieurs piles, on commence à avoir des modèles de calculabilité qui commencent à être de plus en plus proches de la Turing complétude. Par exemple, les compteurs, on sait qu'un système à deux compteurs est Turing complet. Donc bon, pour ceux que ça intéresse, ils pourront regarder. Euh, il avait aussi répondu, et du coup, c'est plus le langage en tant que tel qui peut être contraignant pour faire des smart contracts complexes, pas forcément le fait qu'il ne soit pas Turing complet. En fait, c'est vrai que finalement, la question d'être Turing complet, bah, on s'en fiche un peu. C'est plus la question de est-ce que ça ressemble à du langage de programmation classique ou pas. Et en fait, Ethereum, tant qu'on n'a pas dépassé les gas fees, ça va être comme un langage de programmation très puissant, capable de faire beaucoup de choses, comme un langage Turing complet. Alors que Bitcoin, en permanence, on est sur un langage qui se comporte beaucoup plus qu'à des invariants beaucoup plus contraignants. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir revenir euh, enfin, de pouvoir revenir en arrière dans le programme, bah, c'est très contraignant parce que des fois, on aimerait bien se dire, ah bah là, j'aimerais bien revenir en arrière autant de fois que nécessaire dans mon programme pour jusqu'à ce que ça satisfasse une condition. Ça s'appelle une boucle while. Bon, bah ça, on peut pas le faire dans Bitcoin. Et donc, du coup, bah, si on doit si on doit vérifier certaines conditions, si on doit faire en sorte que le résultat de certaines opérations vérifie certaines choses, eh ben, il va falloir s'arranger pour le coder de façon linéaire, ce qui peut être plus difficile, mais ce qui rend le code beaucoup plus facile à analyser statiquement. Et donc, on peut lui garantir plus de choses. De manière générale, en fait, on a toujours un effet de plus le langage est contraignant, plus c'est facile de vérifier des propriétés dessus. Et c'est un peu logique parce que bah, plus l'ensemble de programmes admissibles il est petit, bah, plus il a des chances de vérifier certaines propriétés bien particulières. Et du coup, bah, c'est l'inverse quand un langage est très permissif ben, on ne peut pas garantir des propriétés sur les programmes. Et c'est exactement le sens du problème de l'arrêt, et c'est pour ça qu'on pense souvent à ça. On pense souvent Turing complétude, problème de l'arrêt, quand on parle de langage très complexe. C'est parce que bah, le problème de l'arrêt, c'est un petit peu une sorte de limite théorique qui, quand on commence à la dépasser, bah, du coup, c'est la foire à la saucisse, on peut plus vraiment garantir grand-chose, quoi. Il y a un effet un peu soudain de ton framework, ton langage est trop puissant et donc maintenant il a des énoncés qui sont indécidables. Et donc notamment le problème de décider si un programme va s'arrêter ou pas lorsqu'il va être exécuté. C'est la difficulté du problème de l'arrêt, c'est qu'il suffit pas d'exécuter le programme pour vérifier que le programme s'arrête ou pas, hein. C'est que on ne peut pas vérifier qu'un programme va s'arrêter parce que bah, il faudrait le faire tourner infiniment longtemps et on n'a pas infiniment de temps pour le faire. Donc il faut le garantir avec une analyse du programme. Et le problème, bah, c'est que bah, du coup, il faut que le programme il ait une manière d'être écrite qui permette de garantir des choses. Donc oui, effectivement, c'est pas vraiment tant la question d'être Turing complet ou pas. C'est juste que Bitcoin n'est pas Turing complet, non pas parce que, enfin, la raison pour laquelle il n'est pas Turing complet, c'est qu'on veut garantir qu'on puisse décider si un programme va s'arrêter ou pas. Et en l'occurrence, dans tous les cas de Bitcoin, on sait qu'un programme va s'arrêter. Euh, Maintenant, ça veut pas dire, c'est pas ça qui explique que l'expérience de code dans Bitcoin, elle est beaucoup plus difficile que dans le cas d'Ethereum. Parce que Ethereum n'est pas vraiment Turing complet non plus. En fait, la Turing complétude, elle peut être atteinte que ce soit dans Bitcoin ou dans Ethereum, dès lors qu'on se permet de faire plusieurs transactions. Dès lors qu'on a des fonds infinis pour faire plein de transactions, on peut être Turing complet. Mais, euh, mais bon, c'est pas généralement, en fait, c'est plutôt quand on fait du code, on raisonne au niveau local, on raisonne au niveau du code qu'on voit écrit. Et donc, effectivement, bah, quand on regarde du code Bitcoin, ça ressemble pas à du code de langage Turing complet, quoi. Alors que Ethereum, oui, mais c'est pas Turing complet. C'est-à-dire qu'au global, on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas faire une boucle infinie, quoi. Voilà, bon, c'est... Ok, merci pour la réponse. Et
En fait, ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait besoin d'aller vers du Turing Complete pour faire des smart contracts un peu plus complexes. Et en fait, de ce que tu me dis, c'est que côté Ethereum, ce qui est cool pour les devs, c'est qu'il y a un langage qui soit assez accessible et proche de ce qui pouvait déjà exister. Et en même temps, ça s'approche aussi du Turing Complete, là où Bitcoin, c'est un langage compliqué et qui en plus va pas vraiment vers le Turing Complete. Et en fait, je posais la question aussi parce qu'il y a pas mal d'améliorations où on voit que le Turing Complete c'est un peu mis en avant et c'est un argument un peu marketing. On l'a vu avec BitVM, on dit bah ouais, ça sera super cool, on pourra faire plein de smart contracts hyper intelligents et qui vont faire des boucles. Et voilà, je voulais savoir s'il y avait potentiellement un juste milieu. Et, et est-ce que aussi tout ce qui est mini-script ou mini-tab-script permettent quand même de faire des boucles sans aller vers le Turing Complete et le fait que ce soit infini. Alors, du coup, pour te répondre, donc oui, effectivement, en fait, il y a un marketing de vendre de vendre une blockchain entre guillemets avec une machine virtuelle, un environnement d'exécution Turing complet. En fait, je pense que faut le voir comme un marketing adressé aux développeurs. C'est vraiment, c'est un marketing pour dire venez développer sur ma blockchain. Parce que bah, effectivement, le fait que tu puisses avoir beaucoup de développeurs, ça va attirer de la valeur aussi. Enfin, je pense que c'est le raisonnement qui est tenu d'un point de vue marketing. Et c'est bah, tout simplement que bah, quand c'est très... Même si en pratique, tu peux faire la même chose sur Bitcoin ou Ethereum en termes de, de contrats assez compliqués quand on les regarde sans interagir de manière un peu... Parce que sur Ethereum, tu peux aussi interagir avec d'autres outils exo, enfin d'autres entrées que juste la transaction qui te concerne, alors que tu peux pas le faire sur Bitcoin aussi, mais c'est pareil, c'est des contraintes pour garantir plein de trucs. Euh, mais si tu enlèves ça et que tu gardes l'aspect juste Turing complet du moment où tu codes, bah, c'est un marketing adressé aux développeurs pour leur dire on a un langage qui est facile à interpréter, etc. Et en fait, après finalement, l'expérience de développement, elle peut être très très différente du langage sous-jacent. On pourrait très bien imaginer, enfin en l'occurrence, Miniscript et Minitabscript, c'est là non plus, ça te permet pas de faire des boucles. Tu peux pas faire de boucles dans ces langages-là. Parce qu'en fait, Miniscript et Minitabscript, c'est exactement le même code, mais c'est juste qu'il est vu différemment. Donc par exemple, il y a des morceaux de code script Bitcoin qui vont être interprétés, tu vois, un enchaînement d'opcode qui va être interprété comme une fonction dans Miniscript. Et c'est juste que cette façon de voir les choses, ça permet de un peu mieux comprendre ce que tu manipules. Et c'est aussi que dans Minitabscript et Miniscript, il y a ce qu'on appelle un policy language, un langage de politique, on va dire de wallet, qui peut être compilé, c'est-à-dire qu'on peut traduire en langage script pour Bitcoin. Mais là aussi, pas de boucle. C'est juste une manière euh, plus agréable, plus facile à comprendre, plus facile à manipuler et un peu moins contraignante pour pouvoir faire des scripts un peu plus complexes en termes de conditions. Donc après, sur la question du juste milieu, donc BitVM, c'est un environnement d'exécution qui peut être émulé sur Bitcoin. Euh, alors on dit oui, Turing complet, machin, etc. Bon, c'est surtout que ça permet de faire des manipulations sur des grandeurs binaires euh, qui semblent assez classiques. Alors après, je sais pas si vraiment on va pouvoir arriver à faire des choses qui ressemblent à du langage Turing complet. Je suis pas méga convaincu de l'idée, mais je pense qu'effectivement il y a un juste milieu, comme tu le dis. C'est-à-dire, il y a peut-être que Bitcoin est très contraignant, mais peut-être qu'il y a moyen d'avoir un langage qui soit pas non plus aussi bourrin que de pouvoir permettre de faire des boucles et de compter simplement un nombre d'opérations. Et je pense que quand on a parlé de RGB, on avait pas mal parlé d'un truc qui s'appelait ALUVM. Et ALUVM, bah, c'est peut-être un modèle différent. Après, est-ce que c'est le bon modèle? Je ne saurais pas dire parce que je connais pas assez en fait. Mais il y a quelque chose où c'est pas juste on compte des opérations dans des boucles, mais il y a quand même quelque chose d'un peu plus permissif que juste un langage sur stack comme sur Bitcoin, quoi.
Donc à suivre, affaire à suivre. On en reparlera sûrement dans les années à venir, ça j'en doute pas. Et surtout lorsque si RGB commence à prendre, il y aura sûrement des retours de débat comme ça. Parce que bon, ce qui m'a surpris un petit peu, ce que j'avais prédit un petit peu, et peut-être que je ne vois toujours pas vraiment émerger dans Ordinals, c'était l'émergence d'un protocole de jetons à la BRC20, mais qui utilise une machine virtuelle à la Ethereum. Et je crois qu'il y a eu des bribes de projets et de marketing pour ça, mais j'ai pas vu le truc aboutir. Enfin, j'ai pas, il y a des gens qui en parlaient et j'ai pas vu de truc en sortir. Et moi, je me disais que ce genre de choses allait forcément arriver au bout d'un moment sur Ordinals, et c'est toujours pas arrivé. Donc bon, c'est peut-être aussi une question de demande différente sur Bitcoin, quoi. Je sais pas. Ok, merci. Bon, est-ce qu'on a autre chose à raconter ou ça fait il est déjà 23h15? J'avais Ouais, éventuellement une autre question Ouais. par rapport à ce que tu avais dit, qui n'a rien à voir avec ma question initiale, mais à un moment tu parlais du démurrage, du fait que éventuellement les mineurs souhaiteraient que les frais de transaction soient plus élevés pour entrer dans leurs frais et pour payer la sécurisation de la blockchain. Et tu disais au risque que le hash rate descende trop bas et qu'il y ait des gens qui mettent la clé sous la porte, des mineurs qui mettent la clé sous la porte parce que ils rentreraient pas éventuellement dans leurs frais. Et ça m'a fait me redemander, est-ce que vous avez un avis sur le hash rate optimal, ou en tout cas un hash rate qui serait nécessaire et suffisant pour sécuriser le réseau, puisque là on voit il monte de manière exponentielle, même si les prix du BTC restent bas. Et en fait, est-ce que ça poserait problème que les frais soient plus réduits et qu'on baisse le hash rate, parce que justement on sait qu'on a aussi pas mal de détracteurs au niveau environnement, et je sais que c'est bien que le réseau reste sécurisé avec un hash rate qui soit conséquent, mais est-ce qu'on a une volonté qui monte to the moon aussi? Voilà, merci. Ben, selon moi, tu nous as demandé notre avis et je vais te donner mon avis. C'est tout simplement le marché, hein. Il arrive un moment, s'il y a des mineurs qui font faillite, c'est qu'ils sont plus assez performants sur le marché du minage. Et c'est aussi pour ça que je suis contre le démurrage ou la tail emission ou d'autres idées comme ça. C'est parce que tout simplement, en fait, tu viens essayer de mettre tes doigts dans l'engrenage du marché, mais tu sais pas du tout comment ça fonctionne. Et puis finalement, s'il y a moins de frais de transaction, s'il y a moins de transactions sur Bitcoin, c'est peut-être que Bitcoin mérite pas forcément tout le hash rate qu'il y aurait au moment où il y a la baisse de frais de transaction, tu vois. C'est juste des ajustements de marché, et s'il y a moins de hash rate, bah, c'est-à-dire que Bitcoin, il mérite moins de hash rate, c'est comme ça, c'est le marché. Voilà mon avis. Moi, mon avis, enfin, je pense, j'ai pas vraiment d'avis, mais je suis pas sûr qu'il y ait du sens à se demander s'il y a une quantité de hash rate qu'on désirerait. Euh, ou alors, je pense que si vraiment il y avait une quantité et qu'il faudrait avoir, il y a peut-être un minimum, mais il serait vraiment très très bas par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, à mon avis. Mais, euh, mais je pense pas qu'il y ait une quantité de hash rate, parce que finalement, c'est pas le hash rate en valeur absolue qui compte, c'est la répartition du hash rate. Le hash rate, il peut monter, mais s'il fait que monter au fait aux États-Unis, bah, c'est peut-être plus inquiétant que s'il baissait, mais qu'il baissait un peu partout. Donc en fait, c'est juste une observable qu'on voit. On voit qu'il y a un intérêt pour le minage. On voit qu'il y a de plus en plus de machines performantes et d'énergie qui est investie dans le minage. Mais je suis pas. Enfin, ça, la question de l'œuf et de la poule se pose vraiment. C'est est-ce que c'est une conséquence de la bonne santé du réseau ou est-ce que c'est une condition à la bonne santé du réseau? Moi, j'ai quand même l'impression que
on est en train de mélanger, de prendre une conséquence pour une cause. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit une grandeur très intéressante pour savoir si le réseau est sécurisé. Maintenant, ça ne veut pas dire, je pense que c'est quand même important qu'il y ait une petite récompense quand même pour le fait de miner un bloc. Mais un raisonnement que j'ai déjà un peu exposé tout à l'heure, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait, comme dans le cas du hash rate, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'une certaine quantité. Est-ce que toute quantité positive, est-ce que si le mineur il sait qu'il va avoir un petit gain, est-ce que c'est pas déjà suffisant? Mais aussi petit soit-il, ce gain, tant qu'il en a un, est-ce que ça suffit pas déjà? Bah j'en sais rien. Peut-être Tu que, parles de enfin, bénéfice, c'est ça? Quand il même payait pas en fait. l'électricité. C'est même pas parce que le mineur qui n'est pas en bénéfice, bah il disparaît, il meurt. Mais du coup, il vient augmenter les bénéfices des autres. Donc il y aura toujours des gens qui seront rentables, entre guillemets. Mais il y en aura toujours que si il y a toujours quelque chose à gagner. Maintenant, ce quelque chose, rien ne dit qu'il doit être plus grand qu'une certaine valeur. Il peut être infiniment petit, tant que c'est quelque chose, tu vois. Bon, après, il y a quand même une limite à mon raisonnement, parce que si ça te commence à te coûter plus cher de faire tourner le nœud Bitcoin pour pouvoir miner que de ce que tu vas gagner, là, on va quand même avoir un souci. Donc voilà, mais à mon avis, le coût est bien plus faible que ça. À mon avis, et je pense pas qu'on se pose des questions pour des choses de cet ordre-là. Je pense qu'on se pose des questions pour la question des milliers d'euros, de dollars qui sont dépensés en électricité par les mineurs. Mais à mon avis, simplement, bah, mettons qu'on divise par 100 la récompense, bah, il y a juste 100 fois moins d'énergie qui va être investie. Enfin, je déconne parce qu'en fait, on ne sait pas à quelle proportion d'énergie va être investie, mais juste 100 fois moins en valeur d'énergie va être investie là-dedans. Et du coup, est-ce que ça rend le réseau moins sécurisé? Bah, ça dépend de où est l'énergie restante, quoi. Si tout est au même endroit, bah, c'est un problème. Mais si en fait, l'énergie qui coûtait pas cher, elle est un peu partout, et que c'est un peu partout qu'on mine, bah, il n'y a pas de problème. C'est toujours aussi difficile de faire une attaque à 51% quelque part. Donc, je Quand sais tu dis pas. ouais, un même endroit, c'est un même acteur Même et pas personne, forcément le ouais. même pays. Ouais. Ouais. Voilà. Mais tu prends par exemple les choses comme le minage pour se chauffer chez soi. Bah, du coup, c'est un minage où de toute façon, tu t'en fous presque tu t'en fous de rien gagner, quoi. Mm. Tu t'en fiches de gagner des clopinettes parce que finalement, c'est pas ce qui te rend service, c'est le fait de consommer l'électricité. C'est juste qu'en plus de la consommer, tu fais autre chose. Tu fais une consommation utile de ton électricité, plus utile que juste la chaleur que tu voulais consommer. Et du coup, la question, c'est juste, il faut inciter les gens à faire ça plutôt qu'à cramer l'électricité sans l'investir dans le réseau Bitcoin. Mais dès lors qu'on a une toute petite incitation à ce qu'ils fassent ça, bah, il y en a qui vont le faire. Et ça peut déjà représenter une puissance de minage assez importante. Voilà. Après, évidemment, je peux me tromper. C'est-à-dire que on va pas faire. Je propose pas qu'on fasse expérimentation non plus. Mais c'est pour ça que je remets juste en question ce raisonnement qui s'appuierait sur un budget de sécurité. C'est-à-dire de dire il faut, je sais pas, que le mineur il gagne au moins 1 000 $ par bloc, tu vois. Genre, non, j'en sais rien en fait. C'est peut-être que 100 balles ça suffit, peut-être que 10 balles ça suffit. Après, on va pas faire l'exercice de deviner. Je suis d'accord que c'est important qu'il gagne un peu d'argent quand même, mais la question de la quantité, de la somme à gagner, je trouve que bah, c'est bien plus compliqué que juste dire il faut qu'ils gagnent au moins autant que ce qu'ils produisent actuellement. Voilà. Je sais pas. Je saurais pas dire plus. Puis il y a énormément de facteurs externes sur lesquels tu n'as pas la main quand tu veux faire ce type de calcul. T'en as cité quelques-uns, mais tu as le prix du Bitcoin. Si tu payes ton électricité en fiat, tu as forcément le prix du Bitcoin, tu as l'efficacité des machines, le prix de l'énergie en fiat qui bouge, tu n'as pas la main dessus. Tu as aussi les capacités de l'attaquant en fonction
de ce que tu imagines comme attaque. C'est pas la même chose, donc tu peux pas dire ok, à 0,6 XMR, c'est bon, je suis sécurisé. C'est le minimum. Mais bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et Lounès, tu voulais dire quelque chose là-dessus ou tu nous rejoins? Franchement, là, je suis dans mon lit. J'attends juste qu'on finisse. Je suis prêt à fermer les yeux. Donc, j'ai pas plus d'avis que ça. Allez-y. Désolé, je t'ai mis dans le jus. Bon, ben voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres questions ou si vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas à monter pour nous donner votre avis. Parfait, on va pouvoir dormir. Parfait. Vous aviez vu là ce que je vous avais envoyé sur l'acronyme MAST ou pas? Parce que moi je le savais pas du tout, je sais pas si vous le saviez. C'est Merkleize Abstract Syntax Tree, non? Ben justement, c'est pas le bon. Ça c'était pour les MAST dont on parlait avant. Mais le MAST de Taproot, on a une demande. On va accepter la demande et je termine après ce que je voulais dire. Hop. Ouais, du coup, c'est ce que je vous avais envoyé. En fait, le MAST de Taproot, c'est pas un AST. C'est pas un abstract syntax trees. Et du coup, c'est ce que j'ai vu justement dans la newsletter Bitcoin Uptake. Et je ne savais pas du tout. Moi aussi, je pensais que MAST, ça voulait dire Merkleized Abstract Syntax Trees. Et du coup, il y a Anthony Towns qui a proposé, parce que tout le monde continue d'utiliser MAST pour parler de ses arbres dans Taproot. Du coup, il a proposé un bacronyme. Alors, j'ai regardé en français, il n'y a pas de traduction pour dire ce que c'est un bacronyme. Mais en gros, c'est l'idée de réutiliser l'acronyme que tout le monde utilise et lui donner une autre signification qui est plus juste. Et justement, lui, il a proposé qu'on dise MAST pour Merkleized Alternative Script Trees. Voilà, avec mon superbe accent anglais. Ok. C'est bien trouvé. Voilà, parce que le MAST dans Taproot n'est pas un AST. C'était la petite anecdote. Salut le salon, tu avais une question? Ah bon, il est reparti. Petit problème de connexion peut-être. Pour Sunmute, on va à gauche. Je t'ai fait remarquer que pendant 5 secondes, il y avait Lyold Fournier sur le space. Voilà. Le temps de voir que c'est en français. C'est un peu ça, oui, je crois. Oui. Lyold Fournier, c'est un cryptographe australien. Je lui avais parlé à BTC Prague. Il a énormément travaillé sur les DLC, notamment c'est lui qui avait proposé le truc un peu fifou où il faisait des DLC avec des signatures BLS et tout, enfin des trucs de fou quoi. Voilà. Bon, bah, on va conclure, hein. Yes. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci d'avoir écouté. Merci Loïc et Panta d'avoir carry. Et puis merci pour toutes les questions. Surtout, ça fait plaisir d'avoir autant de questions comparé à d'habitude, on va dire. Et puis voilà, hein, peut-être pas la semaine prochaine, vu notre rythme en ce moment. Mais à la prochaine. Et bonne nuit à tous. À la prochaine tout le monde. Bonne nuit. Merci à tous, bonne soirée, merci Panta, merci Lounès. Ciao, bisous. Ciao. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!